Bonjour à toutes et à tous, beurrez vos scones et sortez, du placard vos plus belles tasses Wedgwood parce qu'aujourd'hui sur Décalé, on se met à l'heure anglaise et en mode podcast, donc ça va durer une plombe, pour parler d'un très beau livre qui est sorti en octobre cette année sur l'univers de Jane Austen, donc l'encyclopédie universelle de Jane Austen par Gwen Giray et Claire Saïm. Et qui fera un excellent cadeau à mettre au pied du sapin pour toute fan de Jane Austen, après tout, pour n'importe qui s'intéresse à la littérature, à l'Angleterre et à tous ces genres de joyeuseté. Et j'ai le grand plaisir de recevoir, donc pour parler de cet ouvrage, qui d'autre de mieux placé que l'une des deux autrices. Je ne sais pas si tu valideras le terme autrice, écrivaine, auteur, je ne sais pas lequel tu préféreras. Validé. Et donc, ce sera Claire. Donc, vous avez la chance d'avoir deux Claires pour le prix d'une aujourd'hui, mais on va surtout beaucoup parler de Jane et donc de cet ouvrage, mais donc de tout l'univers de Jane Austen, puisque ce livre peut être la nouvelle Bible universelle francophone des Janéites ou des fans de Jane Austen, si vous ne connaissez pas le terme Janéite. Bonjour Claire. Bonjour. Je te reprends un petit peu. Tu as dit encyclopédie universelle, c'est absolument merveilleux. Mais bon, ce n'est que encyclopédie visuelle pour le coup. Ah, ben oui, c'est l'encyclopédie visuelle, mais c'est quelque part, c'est universel, car Jane Austen est Oui, universelle. absolument. Je rebondis. Mais c'est vrai, encyclopédie visuelle, parce que je vais vous mettre les images. Alors déjà, juste, je vais faire voilà. Vous voyez la taille de l'objet, la dimension, c'est un C'est très... presque 2 kilos, pour info. Ah ben voilà, Ouais. tu fais tes muscles, c'est très Mm. bien. Et il est vraiment très 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 beau. Les illustrations sont vraiment chouettes. J'ai noté, c'était Sophie, c'est ça le nom de l'illustratrice? Oui, Sophie Collin, elle est illustratrice depuis très très longtemps. C'est son métier. Elle illustre, elle illustre, elle dessine également des modèles pour la marque très connue Hermès, pour les foulards. Oh. Voilà. Elle a un très bel univers, elle a écrit plusieurs albums, elle est aussi autrice, d'ailleurs. Donc autrice, on valide autrice. Oui, oui. Oui, bah, en même temps, le plus chic, hein, c'est pour ça que j'avais parlé tout de suite des tasses Wedgwood, hein, pour Jane Austen. Ouais, Mais ouais. peut-être qu'on va pouvoir avoir l'occasion de parler, de faire peut-être de dynamiter un certain nombre d'idées reçues, hein, des préjugés sur Jane Austen en la matière. Bon, c'est vrai que là, c'est une vraie gourmandise, hein, c'est vraiment un très très beau livre qui est très fourni, très complet, avec plein de petits goodies en fait sur l'univers de Jane. Avec des bonnes adresses dont tu vas pouvoir nous parler aussi, mais je crois que pour l'instant, à ce jour, c'est le plus complet parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles adaptations. Mais c'est vrai que ça aborde aussi bien les romans que les adaptations télé et films, que tout ce qui s'est décliné finalement autour de l'univers de Mhm. Jane. C'est ça, exactement. Alors, donc, comment t'es venu ce projet? Comment la genèse? Raconte-nous un peu comment on en est arrivé là. Mhm. Combien de temps ça vous a pris, surtout à Gwen et à toi? Ah là là. L'anecdote que j'aime bien raconter, c'est que ça nous a pris quasiment 9 mois et que c'est notre bébé à toutes les deux. Comment c'est arrivé? C'est la volonté de notre éditrice qui s'appelle Lucie Levron, qui à l'époque travaillait pour Hachette Heroes. Elle est partie ailleurs maintenant. Je la remercie si elle nous écoute. Et Lucie a contacté Gwen en premier pour lui proposer cette idée, ce travail, cette opportunité, et avec la possibilité pour Gwen de choisir quelqu'un pour travailler avec elle, un collaborateur ou une collaboratrice. Et il se trouve que Gwen et moi sommes amies, enfin on se connaissait. Et elle me l'a proposé assez rapidement, tout naturellement, je dirais, parce qu'on s'entendait très bien, on communiquait pas mal sur Jane Austen. On n'était pas spécialement super copines, mais on était en très bons termes, on s'écrivait de temps en temps, comme ça. Et puis, voilà, et puis on a commencé, enfin, j'ai dit oui assez rapidement, bien sûr. Nous avons fait, Gwen et moi, des petits tests, voilà, des petits tests pour savoir si on savait écrire et si on allait être capable d'écrire aussi sur la durée. Parce qu'on savait dès le départ qu'il y aurait entre 500 000 et 700 000 signes à produire. Donc, ça nous fait environ 300 pages, pour donner une idée. Donc, Gwen et moi, oui, on a écrit des articles, des choses comme ça, mais on ne savait pas si on allait être capable de tenir
et d'avoir quelque chose à dire. Et puis, quand on a commencé à écrire, ben, c'est venu tout naturellement. Voilà, on s'est plus posé la question. Au début, on se posait les questions parce que c'est notre premier challenge. On n'avait jamais fait quelque chose d'aussi énorme. Et c'était énorme pour nous en tant que Janaïte, en tant que fan, en tant que voilà admiratrice de Jane Austen, de son univers. Voilà, c'était un truc de fou. C'était vraiment un cadeau. Et on venait littéralement nous dire, imaginez le livre sur Jane Austen que vous aimeriez voir en librairie, fait par des Françaises. Et les Françaises en question, c'était nous. Donc c'était à la fois un truc complètement fou qui nous tombait dessus et en même temps très ancré dans le réel parce qu'il fallait bosser, il fallait travailler, il fallait faire des sacrifices. Ça a été une course de fond vraiment. Ça a été Ah, vous avez souffert hein, d'aller une faire expérience. de terre, Alors la souffert. sacerdoce. Le mot n'est pas peut-être pas le bon, mais néanmoins c'était beaucoup de travail. Oui. Oui, ça Et, se et voit. d'autant plus que on a choisi, enfin on a choisi, c'est tout naturel et très normal, de vouloir être complètement honnête et d'aller à fond. On a été à fond dans chaque chose, dans chaque thématique qu'on a travaillé. Je crois qu'on pourrait produire un tome 2 avec tout ce qu'on a accumulé comme, enfin, tu vois, comme documentation, comme choses qu'on a dû écarter. Enfin, c'était énorme. Ah, ça aussi, c'était dur de faire des choix. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir garder ou pas, privilégier ou pas. C'est là qu'intervenait notre éditrice. C'est là qu'elle nous disait non, mais là, ça va un peu trop loin. Nous, on avait ce fil rouge de se dire, c'est un livre, on va dire, féministe. Je vais dire le mot comme ça, même s'il est assez connoté, mais c'est-à-dire, c'est le projet d'une éditrice qui a contacté deux autrices. On a une illustratrice et on met en lumière ce destin extraordinaire de femme qui s'est battue pour pouvoir réaliser ses rêves. Et aussi dans l'encyclopédie, on voit qu'on a mis également à l'honneur d'autres femmes écrivains, d'autres autrices justement, qui n'ont peut-être pas la visibilité de Jane Austen aujourd'hui. Donc ça nous tenait vraiment à cœur. Il y a un encart qui est sur les femmes, j'en dévoile pas trop, mais qui est une sorte de, tu vois, de petites rétrospectives historiques de tous les noms, on va dire les grands noms de femmes auteurs qui l'ont précédé, d'autrices, tu vois, on a du mal à le dire, d'autrices qui l'ont Auteur précédé. avec un E, hein, c'est sous. Ouais. Non, je préfère autrice parce qu'on l'entend à On l'oral, l'entend. tu vois, c'est ça qui est important aussi. Mais donc, elle s'inscrit dans une histoire littéraire féminine aussi. Et on a comme ça fait ressurgir des noms qu'on avait rencontrés au cours de nos recherches. Tous les noms qui précèdent, finalement, ce sont les femmes qui ont inspiré Jane Austen dans son travail voilà, dans sa manière d'écrire, dans sa vie de lectrice, dans sa vie de femme. J'imagine que ça l'a influencé aussi, toutes ces femmes qu'elle a pu lire, qu'elle a pu rencontrer, qu'elle a pu explorer. Et puis, il y a aussi toutes celles qui sont venues après elle. Bien sûr, je pense aux sœurs Brontë, mais pas que. Et elles n'aimaient pas Jane Austen, c'est un fait avéré. Enfin, c'est ce qu'elles ont dit. En tout cas, Charlotte. Et voilà, elle a bien sûr ouvert des portes. Des femmes ont ouvert des portes avant elle, mais peut-être pas de manière aussi fracassante. Je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Oui, mais Jane Austen, elle a ce côté un petit peu de marcher sur la pointe des pieds pour observer les choses. Et c'est peut-être un des préjugés que les gens ont sur le côté que c'est une dame très comme il faut, très passive. Le fait que ces romans aient été longtemps publiés anonymement en by a lady, donc il y a ce côté très ladylike finalement de ce personnage qui fait que les gens, c'est peut-être un préjugé sur Jane Austen elle est peut-être trop bien comme il faut, peut-être trop rude, pudibonde, je dirais, tu vois. Mm. Finalement, par rapport justement aux sœurs Brontë qui ont eu plus de Ouais. retentissement et qui Mm. tombaient plus dans du romantisme échevelé où tu avais envie de déchirer ta chemise et de courir dans les Landes, si tu veux. C'est vrai que Ouais. Jane Austen, c'est officiellement, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais c'est de la littérature de salon, tu vois. Vraiment dans le côté, le petit salon, le petit boudoir où t'as que les jeunes femmes qui entrent quasiment. Après, je me demande s'il n'y a pas une vision biaisée justement à cause des adaptations qui sont, comme tu dis, très ladylike, où le ruban ne dépasse pas. Enfin voilà. Enfin, Justement, je trouve que quand il y a eu cette renaissance de Jane Austen, on nous a bien montré qu'il y avait des choses beaucoup oui, plus intéressantes. oui, oui. Mais tu vois, dans le sens où on a cette image des jolies robes,
chaque chose est bien posée à sa place, les convenances, tout ça, c'est quand même bien retranscrit dans les adaptations. Même s'il y a des transgressions dans les dernières, je pense à Sanditon par exemple, ou des choses qu'on voyait pas avant, hein. Mais c'est vrai que dans les romans de Jane Austen, par exemple, il n'y a pas un seul bisou, ce genre de choses qui est souvent mis en avant. Néanmoins, je pense que si on commence à lire sa correspondance, on s'aperçoit c'est une petite coquine en fait. Elle est très caustique. Elle n'hésite pas à dire des choses très inconvenantes dans sa correspondance. Donc c'est vrai que il s'agit pas de ses romans là pour le coup, mais elle a de multiples facettes. Et c'est ça qui est bien encore, j'imagine, pour les gens qui ne connaissent que les romans, c'est qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir autour d'elle. Il n'y a pas que ses romans, il y a ses Juvenilia, il y a sa correspondance qui est importante. Et puis, j'imagine aussi pour les gens qui voudraient aller plus loin, les biographies qui lui sont consacrées. Et là, quand même, se dessine une personnalité un peu extravagante, quand même, parfois, qui n'hésite pas à dire les choses. Et d'ailleurs, on peut supposer que c'est pour ça que Cassandra, sa grande sœur, a brûlé pas mal de correspondances. Voilà, parce qu'elle disait des choses peut-être Bordeaux très de Jane inconvenantes. Austen. Ça se Ouais, trouve, elle avait commencé par des choses dans ses Juvenilia un petit peu plus olé olé, et puis ben, olé olé, j'irai peut-être pas jusque-là, mais disons que, voilà, par exemple, je sais pas si tu as lu Lady Suzanne. oui, 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 il y a longtemps, mais oui. Bon, alors là, c'est quand même, ça va assez loin. Et elle est très, très jeune quand elle écrit cette novella. Donc, moi, je pense qu'elle a de multiples facettes et aussi, peut-être qu'on en parlera un petit peu. Les traductions ont aussi influencé, tu vois, la perception qu'on a d'elle en France, les couvertures de livres aussi. Au Royaume-Uni, quand même, elle est perçue totalement différemment. Elle est au programme du bac, ce genre de choses. Donc, voilà, on n'a pas, peut-être pas la bonne image ou la bonne étiquette ici en France concernant Jane Austen. Et là-dessus, je voulais te rebrancher justement. Tu as parlé de la nécessité de faire un ouvrage de référence pour les francophones, on va dire français, même si évidemment Mhm. votre ouvrage peut se retrouver après dans tout l'univers francophone. Mais c'est vrai qu'en France, il y a, je trouve particulièrement peut-être plus de préjugés sur Jane Austen qui sont un petit peu atténuée avec justement les adaptations qui est passée par le ciné finalement. J'ai l'impression qu'elle était beaucoup moins lue, beaucoup moins appréciée par les Français finalement qu'en Angleterre où elle a été très tôt révérée. On sait que parmi ses premiers fans et ses premiers clients, c'était quand même le roi George IV qui était qu'elle détestait, qui était le premier à aller acheter les bouquins et à espérer qu'elle lui fasse une dédicace parce qu'il Oui, fangirlait sur Jane Austen finalement. oui. Et nous, j'ai l'impression qu'on est un peu passé à côté et qu'il y a encore pas mal de, même tu vois au niveau universitaire, de gens qui considèrent qu'encore une fois, c'est de la littérature pour nana, on va probablement parler de Mhm. ça, et que c'est pas au niveau de, et je citerai une anecdote personnelle après là-dessus, c'est pas au niveau de certains grands auteurs, parce que finalement, c'est un auteur mineur qui avait des préoccupations mineures de gonzesse du 19e, enfin voilà, de la fin du 18e, début 19e, que bah voilà, c'est pas de la grande littérature. Mhm. D'accord. Ça n'est pas mon opinion, je tiens à Oui, je le dire. sais, ne t'inquiète pas, j'ai bien senti. Oui, tu as raison. D'ailleurs, Emma est dédicacée au prince régent parce que le roi que tu évoquais était régent à l'époque. Mm. C'est le fils du roi George III. Tout à fait. Et sa fille était très très fan aussi, il paraît. Enfin, on a lu quelque part avec Gwen que elle s'identifiait au personnage de Marianne dans Raison et Sentiment, la fille du prince régent. On a un petit encart sur elle d'ailleurs dans l'encyclopédie parce que justement au cours de nos recherches, on a aimé ça, on a aimé croiser on va dire des personnages historiques, enfin, des grandes figures de l'histoire du Royaume-Uni et c'était chouette pour nous de recontextualiser Jane Austen dans son univers à elle, c'est-à-dire dans son Angleterre de la Régence, dans son petit univers de la gentry, comme tu dis. Alors effectivement, on peut voir cet aspect-là des choses. Ce à quoi je réponds, effectivement, c'est ce qu'elle fait, mais elle parle de ce qu'elle connaît et elle le fait bien. Donc, elle a non seulement, ce sont des instantanés de son époque qu'elle nous restitue, littéralement. Et quand on plonge dans l'un de ses romans, pour peu qu'il soit bien traduit,
on est transporté dans cette Angleterre-là, dans cet univers-là, et elle le fait très très bien. Et non seulement elle restitue cela d'une manière réellement vivante, mais également elle a révolutionné la manière d'écrire un roman. Il y a ces deux aspects-là chez elle. Elle a quand même un style qui lui est propre, qui est parfois difficilement traduisible en français, avec des phrases plutôt longues, avec beaucoup de descriptions, avec parfois un mot qui en anglais va t'emmener dans un certain sens et qui, de manière totalement comique, veut dire aussi autre chose, peut t'amener vers tout à fait une autre idée. Et ça, tu peux pas le restituer en français. Donc, on perd une part je dirais, de la profondeur de ses écrits. Quand on le lit en français, on a beau lire une bonne traduction. La traduction va toujours privilégier un aspect particulier et on va rater quelque chose. Alors, quand on n'est pas anglophone, bien sûr, quand on va s'amuser à lire en anglais, ben pareil, hein. Je dirais qu'on va pas forcément pouvoir tout capter non plus. Mm. Mais on se rapproche quand même au plus près de son texte. Et quand elle choisit un mot, c'est jamais au hasard. C'est parce que, elle a vraiment pensé, elle a vraiment imaginé toutes les directions que ça peut prendre. Surtout quand elle décrit des personnages comiques, elle les décrit parfois de manière tragique, dramatique, mais c'est très ironique. Et c'est ça, en fait, souvent la perception qu'on rate, avec le passage à la traduction. Et voilà. Donc, une grande autrice, oui, parce que elle a marqué l'histoire de la littérature. Pour moi, ça se résume tout simplement à ça. Oui, il y a ce côté très incisif de son écriture, ce que tu disais avant, Ouais. l'humour finalement, enfin sur peut-être les choses qu'on n'aura jamais d'elle, puisque ça a été soit auto-censuré, soit censuré par sa famille et ses proches qui avaient peut-être pas envie de livrer euh, toutes ses opinions personnelles ou ce qu'elle Oui, pouvait penser. Mais c'est vrai qu'on le ressent dans la description, surtout des personnages secondaires d'ailleurs, les deux qui sont ridiculisés par Emma. Euh, Mrs. and Miss oui, Bates. Ouais. voilà, les deux vieilles filles Mm. qui en plus, Alors, ce sont pas des vieilles filles, c'est une mère et une fille. oui, c'est la mère, Ouais. oui, du coup elle se retrouve vieille fille quand même, bah, mais Oui. une qui a eu un enfant. Une veuve et Tout sa à fille. fait, mais il y a ce Ouais. côté, elles sont démunies finalement et elles sont Mhm. obligées de vivre un peu de la charité des autres qui les invitent ou qui leur montrent un minimum de respect, qui leur va de conserver une certaine dignité, une place dans la société. Ouais. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y avait effectivement peut-être chez elle cette peur de devenir comme ça. Enfin, Oui. c'était un risque. Ah oui, oui. Bah, quand elle décrit Mrs. Bates et Miss Bates, bon, elle décrit, je pense, une peur viscérale hein, qui l'habite parce qu'elle se retrouve effectivement dans une situation non pas similaire, mais qui peut s'apparenter à une situation comme celle-ci. Heureusement qu'elle a un frère extrêmement riche à ce moment-là. Sinon, effectivement, elle est considérée comme une vieille fille pauvre et c'est tragique. Qui est Ouais. un thème vraiment récurrent dans la plupart de Oui, ces romans, en fait, hein, c'est finalement. pas pour rien. Ouais. Toujours avec ce Ouais. thème-là, les gens Ouais. qui s'arrêtent uniquement à une question de cherche à se faire épouser, il y a quand même une raison économique de base derrière qui est conditionnée au diktat de la société à l'époque et à la place de la femme. Et en ça, oui, sur le plan historique et féministe, c'est très intéressant de le mentionner. Et c'est vrai que votre livre recroise vraiment très très bien la grande histoire et la petite histoire. Et les romans de Jane Austen sont ça aussi, sont ce croisement entre la petite et la grande histoire, parce que finalement, Mhm. des fois, à travers un entrebâillement de portes ou de Ouais, fenêtres, tu vois passer les troupes qui vont aller contre Napoléon, où tu as ça. des questions Mhm. d'esclavage ou des questions de colonisation. Et ça, finalement, c'est la réalité de la plupart des gens qui croisent la grande histoire, mais qui sont pas dedans. Mais néanmoins, ça fait partie de leur vie et de leur entourage et ça peut avoir des conséquences Mhm. sur leur bien-être, sur leurs conditions de vie, sur plein de choses en fait. Mhm. Exactement. Et c'est bien, je suis contente que tu le signales parce qu'effectivement, le fait de faire ces rubriques-là, la petite histoire et la grande histoire, c'est venu très tôt dans l'élaboration des rubriques, justement dans le processus de création du bouquin. Parce que ça, j'ai oublié de le préciser au début, c'est qu'on avait en fait une grande page blanche, on avait toute latitude pour le faire comme on voulait. Donc, c'était très grisant à la fois et très angoissant aussi parce que est-ce qu'on allait se planter, est-ce qu'on allait prendre la bonne direction?
Mais on a su très tôt qu'on voulait mettre comme ça des petits focus sur l'histoire du Royaume-Uni. Bien sûr, pas surtout, c'est pas un livre d'histoire, mais en tout cas les choses qui sont en rapport avec le roman. Et dès qu'on voyait un point historique qui nous semblait pertinent, on a imaginé comme ça. Et puis Gwen a imaginé l'idée de mettre des petits le saviez-vous, des petits fun facts, etc. Enfin, chacune a apporté sa touche. Et voilà, c'était ça qui nous intéressait aussi, c'était d'aller creuser un petit peu aux environs des romans. Nous-mêmes, on a appris beaucoup de choses du coup, et c'était vraiment super intéressant, passionnant de se lancer dans ce défi-là. Parce que finalement, c'était très très peu de temps pour le faire avec tout ce qu'on avait comme piste de recherche à explorer. Il fallait bien sûr relire tous les romans et puis lire aussi des bouquins historiques en rapport avec la période Régence. Voilà, c'était et aussi faire le tri. Donc, je suis vraiment contente d'avoir ton ressenti parce que c'est vraiment l'idée qu'on voulait qui ressorte à la lecture. On a aucun recul sur ça. Comme on a le nez dedans, on n'a pas cette perspective de lectrice vis-à-vis de notre propre ouvrage et c'est un peu dommage pour nous d'ailleurs. Mais je suis contente parce que on avait peur que, tu vois, que ça fasse trop, ah bah c'est placé là parce qu'il fallait le mettre là. Ah non, On pas du avait vraiment cette volonté que ça, tu vois, ça coule, que ça soit fluide à la lecture. Je pense que c'est pour ça que j'ai fini par taper sur l'universel du visuel, parce que c'est vrai Mhm. que c'est là que tu vois comment ces romans et pourquoi ils sont toujours pertinents peuvent t'ouvrir une... Tu sais à quoi ça me fait penser finalement des fois les romans de Jane Austen, je sais pas, ces romans d'ailleurs c'était souvent pas des romans mais des livres anglais qui étaient faits pour les enfants, j'en avais moi quand j'étais petite. C'est des livres où tu avais finalement tu avais une ouverture en 3D, tu avais des petites portes, c'était souvent des cottages anglais tout mignons. J'avais un livre comme ça et tu ouvrais une porte et tu voyais à l'intérieur les autres univers et puis tu redépliais et tu avais une fenêtre bon voilà. Et en fait finalement ces romans de Jane Austen qui sont dans une Angleterre de cartes postales voilà d'Épinal nous on dirait en France mais c'est un peu ça ouvrent en fait sur plein d'univers différents que ce soit maritime ou des questions Mhm. voilà de droit parce qu'il y a toutes les questions des propriétés et donc c'était complètement cohérent que votre guide parte sur toutes ces dimensions et montre comment, en fait, ces livres justement, comme on l'a dit dans le préjugé, les gens peuvent avoir un côté de oui, c'est juste des nanas dans un salon en train de parler. Mais en fait, il y a une ouverture sur plein, plein, plein de choses. Donc, on a vraiment ouais, c'est vraiment cette ouverture de monde. C'est le multivers de Jane Austen, voilà. Oui, c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. Mais c'est très appréciable et c'est vrai qu'on apprend énormément de choses dans votre livre qui recoupe, en dehors du côté purement de généide, de voilà, les romans, leurs retombées, leurs adaptations, etc., leur retentissement. Euh, tous ces petits points de costume, comme tu l'as dit, de politique ou Mhm. de faits divers de l'époque sont vraiment, c'est un vrai bonheur. C'est vraiment, j'étais très, très bluffée par votre ouvrage, quoi. Donc 9 mois. 9 mois à non seulement, tu l'as dit, lire, mais j'imagine revoir les adaptations et donc voyager. Alors j'aimerais Oui, que un tu petit parles peu, de ce ouais. côté-là, du côté voyage-voyage avec Jane Austen. Oui. Ah oui, bah, il faut aimer l'Angleterre, hein, j'avoue. Mais c'était notre cas, bien entendu. Alors oui, très tôt, on s'est dit, il faut qu'on parte. On va parler de différents endroits. Alors, Gwen et moi, on les connaissait, parce qu'on est déjà nés depuis très longtemps, mais c'est pas pareil quand tu pars avec un livre à écrire et des recherches à faire pour un bouquin, justement. Et là, c'était très grisant pour nous de partir dans cette perspective-là. Et on s'était fait un petit périple et on a glané beaucoup d'informations en allant sur place et en se présentant justement comme deux autrices françaises qui réalisaient un livre sur Jane Austen. On a été super bien accueillis. D'ailleurs, je pense que peut-être tu l'as remarqué, la personne qui a écrit notre préface, c'est Lady Dunford. C'est ni plus ni moins la directrice de la Jane Austen House de Chawton. Mhm. Donc, on avait pris rendez-vous avec elle, on l'a interviewée, on lui a posé beaucoup de questions. Elle a répondu à tout, bien sûr. Et voilà, et tout ce qu'elle nous a appris n'est pas sous forme d'interview dans le bouquin, c'est vraiment, voilà, c'est placé là à différents endroits en fonction de ce qu'on avait besoin de dire.
Donc, ça fait partie aussi des recherches qu'on a pu faire. On a visité aussi Shotton House, qui est juste à côté dans le village. Et là, on est tombé sur un descendant de la famille Knight. Donc, la famille Knight, c'est en rapport avec Edward Knight, qui est un des frères de Jane Austen, qui a été adopté par de riches cousins. Et Jeremy Knight est un des descendants de cette famille. Et donc, nous nous sommes présentés à lui et il nous a fait visiter la maison. Voilà, comme si on était de la famille, si j'ose dire. Il avait son trousseau de clés à la main et nous faisait rentrer dans des endroits qui n'étaient pas accessibles au public. Il nous a raconté plein d'anecdotes également sur ses ancêtres, des choses qu'il avait entendues, des histoires qui se transmettaient dans la famille de génération en génération. Enfin voilà, pour nous, c'était hyper précieux d'avoir ces moments-là et on les a pareil, on les a mises dans le livre et puis on a été on a été à Winchester, bien entendu. C'était très, très émouvant parce qu'on est arrivé en fin de journée. Il faisait nuit, il faisait un peu froid et on est allé voir l'endroit où Jane Austen est décédée. Donc, elle est morte dans un appartement, dans une maison qui était pas loin de la cathédrale et c'est là où elle est enterrée. Et on a refait à pied le chemin qu'aurait pu prendre voilà, le cortège funèbre à l'époque, sachant que les femmes n'avaient pas le droit d'assister aux enterrements. Donc, on imaginait être un peu Cassandra et le regard qu'elle pouvait avoir, parce qu'à un moment donné, elle dit dans un courrier euh, que le cortège funèbre a tourné au coin de la rue et que là, elle comprend qu'elle l'a perdu. Donc, avec Gwen, on imaginait tous ces moments-là et voilà, on a essayé de les restituer avec, j'espère, avec émotion. C'est moi j'ai été chargée d'écrire les derniers jours de Jane Austen. Donc, enfin, je me souviens quand j'écrivais ça. Et puis, l'inspiration vient vraiment de Winchester, des choses qu'on a pu ressentir. Vous avez commencé par là, finalement, votre... Non, 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 on n'a pas commencé. Le voyage était en février l'année dernière. Enfin, nous, cette année, pas l'année dernière. Cette année. On en refait un l'année prochaine, justement, pour une sorte d'anniversaire. On va y retourner. Non, non, on a commencé par relire les romans, en fait. Ça, c'était le premier travail. Et quand je dis relire, c'est en français, en anglais et en anglais avec des éditions annotées, tu vois, comme la Pléiade, mais l'équivalent en anglais, donc les éditions Oxford, Cambridge, etc. Justement pour gagner des informations, pour gagner en épaisseur sur tout ce qu'on allait pouvoir dire sur les romans qui n'auraient pas déjà été dit. Alors bien sûr, il fallait qu'on écrive des choses qui sont déjà connues de plein de gens, de plein de Janéites. Et c'est normal parce qu'on a affaire à un public très disparate, je pense. Il y aura des gens qui ont envie de découvrir Jane Austen et il faut qu'ils apprennent aussi des choses qui nous paraissent peut-être trop connues ou à des personnes qui sont très intéressées. Oui, on connaît ça trop bien, mais on était obligés. De toute façon, c'était une volonté de notre éditrice, donc et c'est normal. Quand tu vas au fond d'un sujet, ben, il faut commencer aussi par les choses, voilà, les plus basiques. Et Hmm. j'espère qu'on a quand même réussi à insuffler des éléments ou des choses moins connues parce qu'on a vraiment fait des recherches pour aller vers ça, pour chercher la petite anecdote ou le petit truc qui avait peut-être jamais été dit en français. Voilà. Bah, de toute façon, Euh, c'est un ouvrage à prétention exhaustive, comme tu l'as dit, ouais. avec le fait qu'il y aura d'autres adaptations, d'autres Oui. peut-être choses qui ressortiront à un Ah moment. oui, mais constamment, hein. Ça Ouais. amène à être peut-être révisé, annoté. Vous pourrez toujours compléter dans des éditions ultérieures, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'en même temps, il fallait à la fois que tu puisses faire quelque chose qui soit peut-être pour quelqu'un qui connaît pas très bien Jane Austen, Bah oui. que Mm. par des adaptations qui n'a pas nécessairement lu tous les romans, ou Ouais. parce qu'il a vu le Mm. film avec Keira Knightley, mettons, Mhm. tu vois, ou parce qu'ils sont tombés dans Bridgerton et de là ils se disent ah bah tiens finalement on va Mhm. peut-être s'intéresser à Jane Austen parce que c'est un peu le prototype derrière. Ouais, Donc du coup, il faut que c'est ce soit ça. à la fois pour des nouveaux arrivants et là clairement t'enfonces pas de porte ouverte. Et à la fois avec des personnes qui sont fans. Et moi, je dirais que pour des fans, tu as toujours quelque chose de nouveau à glaner parce que déjà, tu peux oublier certains faits. Tu vois, Mrs. Bates ne revenait pas. Tu peux oublier des choses. Et puis, par ailleurs, c'est tellement, encore une fois, comme je disais, ça aborde tellement d'aspects que
Ouais, tu as même un spécialiste, et puis en plus, c'est un beau livre, tu as envie de l'avoir dans une collection. Enfin, je veux dire, si tu collectionnes tout sur Jane Austen, clairement, tu as envie d'avoir celui-là. J'imagine même pour des anglophones, finalement, il y aurait une curiosité d'avoir Oui, le oui, oui. French book, tu vois. Je te confirme, je te confirme. Ah, tu vois, Mm. alors oui, vous avez déjà eu du retour des Janéites purs et durs Oui, oui, Terre? oui. Bah, tu as dû le voir dans l'encyclopédie. J'évoque ce qu'on appelle les JASNA, les Jane Austen Society of North America. Et j'ai eu la chance d'y aller cette année. Donc Semblait avoir vu passer ça, ouais. voilà, donc j'étais à Denver et j'assistais. Donc c'est un genre de congrès, on va dire. Voilà, c'est énorme. Et j'avais pris le livre avec moi. Effectivement, ça a plu à un point. Bon, j'imaginais que ça allait leur plaire, mais ça a plu à un point que énormément étaient prêts à l'acheter en français, même s'ils ne comprenaient pas ce qu'il y avait dedans. Et ouais, ouais, Parce que c'est énorme un succès. bel objet de Oui, collection. Est-ce que absolument. vous allez justement, est-ce qu'il y a eu des demandes pour le faire en anglais alors? Alors, j'ai pas le droit d'en parler. Ah, attends, moi je dirais, vous devriez carrément, alors ça tu vois, des Japonais Mhm. qui aiment bien taper dans le côté asiatique. Typiquement, tu vois, je vois avec leur intérêt pour tout ce qui est macarons, Ouais. tu vois, Mhm. choses, alors à la Régence et tout, et c'est vrai que ça a toutes les couleurs voilà, des petits macarons, des délices qu'on se fait, des choses raffinées. Tu disais Hermès, Oui, bah, carrément, hein, le meilleur du luxe. oui, c'est un peu le paradoxe de cette encyclopédie, c'est qu'on a voulu justement qu'il y a une espèce de packaging assez girly, on va dire, mais en même temps, on a voulu vraiment lui insuffler des choses, je vais pas dire universitaires, c'est pas le terme, mais en tout cas un travail honnête et sérieux. Tu vois, on n'est pas allé chercher, tu vois, le dessus. On est allé vraiment, on a plongé dans son univers et on a vraiment cherché à faire un travail de fond. Ah oui. Je dirais de qualité sans nous lancer de fleurs, mais Ah non, non, mais de qualité sur le fond c'est et ce qu'on sur la. aurait voulu voir nous en tant que C'est lectrice. ce que tu as Voilà. dit d'entrée de jeu, c'est-à-dire le C'est livre que vraiment, vous auriez ouais, aimé acheter. Je trouve que ouais. finalement, c'est le. Oui, et puis comme tu as dit, c'est pas un livre, pour le coup, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir ce côté, des fois, universitaire aride, bah, c'est pas un livre chiant, quoi, tu vois. Bon, c'était pas le but. D'ailleurs, je pense que de toute façon, le fait que ce soit on va dire des genres de, on va se qualifier de blogueuses qui étaient contactées et non pas des universitaires, bien sûr, c'était important pour notre éditrice que ça soit très lisible. Voilà. C'était, d'ailleurs, elle nous le disait. Quand à un moment donné, elle n'arrivait pas à nous suivre, elle nous disait non, reformuler, il faut que ça soit plus simple, ce genre de choses. Donc voilà, l'objectif, c'est de donner envie aux personnes qui ne connaîtraient pas Jane Austen de lire ses livres. Moi, j'aurais vraiment beaucoup de plaisir à apprendre que quelqu'un un jour me dise, j'avais vu les adaptations, mais j'avais jamais lu, mais l'encyclopédie m'a donné vraiment envie de lire les livres. Ça, c'est vraiment un truc que je rêve d'entendre de la part d'un de nos lecteurs ou lectrices. Tu l'as pas Ouais. encore eu en retour, ça, c'est pas Non, encore quelque non, chose qui non. t'a- Parce que c'est comme ça qu'on l'a écrit. Pour nous, c'était, on se disait, ben, ok, il y a toutes ces adaptations, il y a toutes ces réécritures de ces bouquins, mais au départ, c'est quand même Jane Austen, c'est comme ses romans, et on veut vraiment amener les gens à retourner un petit peu vers les romans de Jane Austen et les relire et surtout les transmettre. Jane Austen, c'est aussi une histoire de transmission. Moi, enfin, je sais qu'on a tous notre histoire concernant notre premier Jane, Ah, qui nous t'inquiète, l'a donné, c'est qui là-dessus nous... derrière, c'est prévu. C'était une des trois questions que tu poses d'ailleurs. Il y a Ouais. trois questions que tu vous posez Bah à. oui, parce que tu à vos- vois, ça nous a semblé tout à fait normal parce qu'elle est de ces autrices-là, de cette trempe-là. C'est un peu comme quelqu'un qui n'arrive pas dans ta vie par hasard. Elle est là pour une raison précise. Et bien, les lectures de Jane Austen, c'est ça. Ces romans nous font du bien. Ces romans, Ah, c'est un membre de la famille, Jane Austen, hein. ouais. Tu deviens vite, elle Je suis devient pas vite sûre. la tante, la Ouais. sœur, Je suis pas sûre qu'il y ait une autrice capable de rivaliser, d'avoir une place pareille dans la littérature mondiale. On peut aimer des tas d'auteurs, des tas d'autrices, mais elle est quand même très particulière pour les personnes qui l'aiment, qui sont fans. Elle a une place toujours particulière. On a beau être une Bronte girl, si on est aussi Jane Eyre, voilà, il y a toujours ce truc très spécial avec Jane Austen.
Mm. Ouais. Donc justement, alors, le premier Jane Austen. Oui, Comment Jane Austen est entrée dans ta vie? ouais. Moi, j'ai pas beaucoup de mérite parce que j'ai une tante britannique. J'en parle assez souvent de ma tante. D'ailleurs, je l'ai remerciée dans l'encyclopédie. Elle a été très présente pour moi parce que on a été amené à traduire des petits textes qui n'avaient jamais été traduits en français. Donc, on avait toujours le regard de ma tante pour nous dire si c'était la bonne direction ou pas. Tu verras, hein, parfois il y a des notes en bas de page, c'est marqué traduction de Gwen Giray ou traduction de Claire Saïm. On a traduit des petits textes jamais traduits. C'est notre petite fierté aussi. Mhm. Et donc ma tante, c'est sa maman qui était écossaise qui m'a offert mon premier Jane Austen en anglais, c'était Mansfield Park. Et elle m'a dit, ça, il faut que tu lises, c'est un grand classique. Parce que moi, j'étais une Brontë girl depuis mes 10 ans, mais indécrottable, rien à faire, Brontë, Brontë, Brontë. Laquelle? Hein, les toutes, mais Émilie, surtout, Émilie. oui. Mais en l'occurrence, on était parti avec ma grande-tante dans un petit village qui s'appelle Adelsage, c'est à côté de Sheffield. Et c'est le lieu d'inspiration de Jeanne Eyre. Et puis, on faisait beaucoup les charity shops, tu sais, en Angleterre. Et elle m'avait acheté, peu après notre visite, elle m'a dit, je sais que tu aimes les sœurs Brontë, mais il faut que tu lises Jane Austen aussi. Je suis sûre que ça va te plaire. Je l'ai toujours son livre, elle m'a mis une petite dédicace. Ouais. Tu avais quel âge à l'époque? Oh, j'étais étudiante déjà, j'étais jeune étudiante, mais j'étais trop axée sur les Brontë pour voir quelque chose d'autre. Et finalement, ça a été l'élément déclencheur. C'était que cette personne qui était chère à mon cœur me dise, va voir ailleurs ce qui s'y passe. Et voilà. Et après, elle ne m'a plus quittée. En fait, du mérite parce que Mansfield Park, c'est quand même, c'est un petit peu malheureusement celui qui prend le plus cher Eh avec. ben, eh ben oui et non, mais je l'ai redécouvert en faisant les recherches là pour l'encyclopédie. Et je t'avoue que bah avec la maturité probablement, je la lis autrement, je la redécouvre et oui, j'étais peut-être passée à côté du texte, mais bon, quand quelqu'un te dit va voir, bien évidemment, j'ai acheté après en français tout ça, hein, c'est normal. Mais mais oui, j'ai redécouvert Fanny Price grâce aux recherches pour le livre et je suis très contente. C'est vraiment un texte très profond et une héroïne très courageuse. Et j'espère que j'ai réussi à donner envie aux personnes qui n'auraient pas lu ce texte d'y arriver, de le découvrir. J'espère vraiment. Alors, justement, le fait que tu dises ça, ça veut dire qu'au niveau de la répartition Mhm. des textes, ou de Ouais, là où vous êtes répartis, tout à fait. bon, j'imagine que vous avez tout relu Ouais, les deux, mais ouais. à un moment, vous avez tiré au sort, vous avez fait Non, une bataille, vous êtes battus. non, Qu'est-ce pas qui... du tout. Pas du tout. On a cette chance avec Gwen qu'on s'entend hyper bien. Elle voit ça parce que moi, je suis lion, elle a les poissons, tu vois. Donc, en fait, on se complète hyper bien. Et Gwen m'a dit ce qu'elle avait pas envie de faire. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai juste 110 tonnes. Je t'avoue que ça me branche pas trop de le faire parce que je suis pas fan de l'adaptation. Parce on savait que si on allait choisir un roman, il fallait qu'on aille au bout de tout. C'est-à-dire qu'on traite aussi bien les adaptations, les œuvres dérivées, etc. Donc elle m'a dit, je me sens pas de faire ça, moi je me sens de faire ça, et ainsi de suite. Et c'est comme ça on s'est réparti le travail. Et finalement, ça s'est très très bien passé. Voilà. Elle avait juste, elle m'a dit, moi c'est Emma, franchement, c'est pas trop mon truc. Moi je dis, j'adore Emma, donc pas de problème. Et voilà, on a commencé comme ça, on s'est réparti comme ça le boulot, tout naturellement. Et donc, tu as pu hériter de Mansfield Park. J'ai hérité de ma petite part parce que Gwen n'en voulait pas. D'accord, Mais, voilà. mais j'étais ravie, je t'assure, parce Oui, que oui. je me suis dit, ben super, c'est l'occasion de le relire, c'est l'occasion, De le défendre. voilà, de l'appréhender autrement. Et je vais sûrement découvrir des trucs. Je suis sûrement passée à côté. Et c'était ça, tout à fait. Donc Oh, je suis quand très on aime très les contente. carlins, on finit par aimer Mansfield Park. Voilà, on trouve toujours un moyen de revenir à. Ouais, Mais c'est très juste ce que tu dis parce que, et ce qu'on disait avec le fait que Jane Austen, ça devient un petit peu un membre honoraire de notre famille à un moment ou un autre, où on a l'impression de faire partie de sa famille. Je ne sais pas dans quel sens ça oui, va aller. oui.
Mais voilà un auteur qui vieillit très bien avec toi, qui t'accompagne dans ta vie et qui fait qu'à différents âges, à différents moments de ta vie, tu ne vas pas flasher sur les mêmes personnages, les Ouais. mêmes romans, et Mhm. tu vas complètement les réappréhender différemment. Moi, c'est C'est vrai que ça. souvent, tu commences jeune sur, tu citais la Mhm. fille du Mhm. régent qui était Marianne Forever, le Mhm. côté Brontë Girl, où finalement, au début, tu as le côté explosif, d'une Marianne ou du flamboyant Orgueil et Préjugés, quand tu vois le côté histoire d'amour. Et puis, en vieillissant, finalement, les personnages secondaires, tu finis par t'identifier un peu plus à eux et tu retrouves du charme à des personnages qui étaient peut-être moins tape à l'œil, moins clinquants, moins flamboyants. Et tu dis, ah ouais, mais finalement, ils étaient peut-être plus dans le juste. Tu vois, presque finalement, entre Marianne et Elinor, ou peut-être tu commences en disant, ouais, moi, je suis Marianne, et puis à la fin, tu dis, ouais, mais vaut mieux être Elinor, finalement. Donc, Oui, c'est c'est vraiment ça. cette Tu profondeur. habites dans le mille, c'est tout à fait ça, Ah, c'est ce que exactement. j'aime beaucoup Mhm. chez elle. Et c'est vrai qu'après, tous les Madame Bates ou les mamans Bennett ou les choses comme ça, au début, tu te dis, Ouais. putain, on veut pas de ces bonnes femmes-là. Et après, tu te dis, oui, mais Ah, bon, quand tu as 5 filles à marier, c'est sûr. Ouais. exactement. Tu ne vois pas les choses de la même manière. Mhm. J'aimerais revenir aussi sur un plan qui était d'entrée de jeu, ce que tu avais mentionné, sur la question du féminisme. Mhm. Parce que oui, oui, c'est sûr. Et c'est l'anecdote personnelle que je vais sortir et qui, moi, me fait toujours hurler sur la façon dont certains hommes appréhendent Jane Austen. Certains, hein, je dis bien, parce que encore une fois, tu as énormément d'universitaires anglais et américains, mecs, qui trouvent tous les charmes possibles à Jane Austen. Tu en as quand même pas mal qui écrivent des bouquins ou qui sont intéressés à Jane Austen. Mais je me souviens d'être allée à Bath en voyage scolaire. On avait accompagné, j'étais prof à l'époque, on accompagnait des jeunes, on se retrouvait à Bath. Bon, avec une des profs d'histoire avec qui j'encadrais le voyage, nous voilà filant dans une librairie en train de fangirler sur l'étalage de Jane Austen. Nous accompagnait un prof d'anglais américain, mec, voilà, qui était avec nous, et qui commence à dire ah ouais, mais alors vraiment, c'est pas terrible, Jane Austen. Je sais même pas pourquoi vous appréciez ça, alors que c'est quand même pas du niveau de George Orwell. Ah bah, d'une part, les goûts, les couleurs, et puis tu peux très bien avoir les deux. Tu peux aimer George Orwell et tu peux aimer Jane Austen. Ça ne remplit pas la même fonction, ça n'a pas la même portée. D'ailleurs, je suis sûre que George Orwell était fan de Jane Austen, si tu veux. Donc en plus, c'était complètement abusif de sa part. Mais voilà, donc c'était tout de suite, on oublie. Et alors là, ce qu'on a dit au début avec la question féministe, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu penses féministe, beaucoup de gens partent sur féministe, ça veut forcément dire que les mecs sont d'affreux chauvinistes qu'on devrait castrer et masculer. Or, Jane Austen, pour autant qu'elle fait des très beaux portraits de femmes, aimait beaucoup les hommes et a fait des très beaux portraits d'hommes. Et elle a très bien écrit des personnages masculins. Et ça, c'est intéressant, si tu veux, Mhm. qu'on Et je ait ça. pense qu'elle avait justement beaucoup de bons exemples devant ses yeux. Ses frères, on sait qu'elle était née dans une famille très unie, très aimante, et avec des frères qui soutenaient leur sœur et qui respectaient leur sœur. Donc, je pense que déjà, on sait aussi que un de ses frères favoris, c'était probablement Henri, son grand frère, et qu'ils se ressemblaient pas mal physiquement. Ils étaient vraiment très proches. Et Henri, c'était, je pense, qu'on le qualifierait nous de gentleman, tu vois. Donc, déjà, elle, enfin, quand elle va piocher comme ça des personnages masculins forts et emblématiques, je pense pas qu'elle va chercher très très loin. Je pense qu'elle regarde vraiment autour d'elle, dans sa famille, dans son entourage, et il y en avait. Ouais, ouais, ouais. Et tu as raison, hein, les personnages masculins sont, ben, voilà, Monsieur Darcy ou autre, ça a fait ses preuves, hein. Oui. Je voulais juste te dire un truc, Claire. Tu sais, tu évoquais George Orwell. Moi, j'avais tendance à confondre George Orwell et Aldous Huxley. Il aurait dit Aldous Huxley, j'aurais rétorqué, oui, mais il a écrit le scénario de Orgueil et Préjugés, le film avec Laurence Olivier. C'est Aldous Huxley qui a coécrit le scénario de ce film. Mais ça peut Voilà, être la même chose, mais en fait, la plupart des grands auteurs ouais. appréciaient. Bon, Et aussi une chose que j'ai découverte en faisant les recherches, c'est que Arthur Miller, le grand dramaturge américain, a également écrit une version radiophonique hmm. d'Orgueil et Préjugés à l'époque. Donc, tu vois, les grands auteurs aussi se sont intéressés à Jane Austen. Voilà, Oui, oui. c'est pas Ouais. rien. Non, c'est pas, Je réponds à ce monsieur c'est américain. pas le toquet.
Ah oui, mais alors tu sais, il y en a qui sont indécrottables hein, à ce niveau-là. Hein, mais voilà, enfin, tu as bien fait de répondre. Donc, Monsieur Darcy et donc torse-poil, t-shirt mouillé, donc avec les adaptations récentes. Alors, vous y consacrez une pleine page, hein, il me semble, au En moins plus, il y a 3 pages sur la trois chemise pages. mouillée, hein. Ouais. Effectivement, et ben, je ne changerai pas une virgule, hein, on se recoupe complètement avec ce que j'avais fait récemment sur ce sujet, c'est-à-dire le fait que ça serve à montrer une évolution dans la relation et que c'est très bien fait. Alors c'est vrai qu'il y a eu un vent de sexitude sur Jane Austen dans les adaptations à partir de 1900, à partir de celle-là, à partir de Ouais, 95, hein, c'est ça? ouais, exact. Ça, Ouais, hein. ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Donc ouais. à partir de là, on est arrivé à bon, traîner jusqu'à Bridgerton maintenant qui Mhm. euh, prend des libertés, hein, c'est moins qu'on puisse dire, mais c'est vrai que tu évoquais Sandington justement. Mhm. Ah, peut-être que tu Ouais, pourras ouais. dire ce que tu penses de ça, parce que c'est vrai qu'ils sont allés au-delà de ce qu'avait pu nous laisser Mhm. Jane Austen. Et alors là, c'était pas que le torse-poil, là, on a eu beaucoup de... Oui, alors le scénario, pour moi, c'est un genre de copier-coller de plein de petits éléments empruntés au roman de Jane Austen de ci, de là. Et aussi avec cette volonté, comme tu dis, de mettre de poser un regard beaucoup plus sexualisé sur cette époque et qui est sans doute pas tout à fait faux, hein. Je sais que, par exemple, on savait que les hommes se baignent nus, ce genre de choses, hein, qu'on voit dans Sanditon. Bon, voilà, est-ce que c'est pour être plus moderne, plus dans l'air du temps, pour être plus vendeur? Il y a sûrement tout ça mélangé, hein. Après, c'est un peu dommage parce que beaucoup de personnes vont sans doute faire l'amalgame et imaginer que c'est le roman de Jane Austen en voyant la série télé et se dire, ah bah c'est pas comme dans le bouquin, c'est bizarre, ou c'est pas le bon bouquin, parce qu'il y a plusieurs versions de Sanditon, comme elle a écrit que 11 chapitres. Il y a eu plusieurs éditions qui ont été publiées avec des suites imaginées par d'autres personnes. Et je crois d'ailleurs qu'ils ont sorti celle de l'adaptation télé. Donc, Mais cette série a été compliquée d'ailleurs parce qu'elle avait eu une ouais, première saison. je pense Bon, qu'elle a désarçonné pas mal de fans. Il n'y a pas eu ah, la suite, l'engouement. ça semblait Ouais, tellement loin ouais, de ce que pouvait faire Jane Austen dans ses ouais. révolutions que là, c'était plus du tout du Jane Austen en fait. À partir Non, de la saison 2, et je crois qu'il y a eu 3 saisons, mais du fait que l'acteur principal n'avait pas voulu ouais, renouveler, ils se ouais. sont retrouvés finalement à faire presque en fait du Charlotte Brontë. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de croisée des Exactement, chemins. j'y ai pensé. Ah Ouais, ben tu as voilà. raison. Et Oui, finalement, avec c'est ouais. pont entre. Mais tu as raison, à mon avis, c'est ça, hein. Ils ont pensé à Jane Eyre directement. Oui. Je sais pas si ça a fait un beau bébé, tu vois, finalement, Ouais. ce Après, il y croisement. a des fans, hein. Vraiment, franchement, chacun ses goûts, hein, mais Oui, 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 voilà, mais je n'adhère pas spécifiquement à cette adaptation, mais je comprends que des gens puissent aimer cette adaptation. C'est chacun, voilà, chacun cherche, voilà, ce qui l'intéresse le plus. C'est normal. ce que tu disais des suites, parce qu'en dehors des Juvenilia qui n'étaient pas forcément complets, ou en tout cas d'œuvres qui n'ont pas été complétées, il y avait aussi, en dehors de ça, même des romans complets où Ouais, des suites ou des réécritures, voilà, en fait, il hein. y en a Ouais. pas mal hein, qui Oui. ont été faites autour de Pemberley, beaucoup quand même, la Oui, plupart. Je pense que c'est c'est... l'œuvre la plus Ouais. réécrite, c'est Orgueil et Préjugés, en tout cas pour Jane Austen, oui. Oui, Mais ça, vous le mentionnez dans le livre. Mais alors ôte-moi d'un doute, je pense pas que vous mentionniez spécifiquement l'univers des fans à ce moment-là. Il y a beaucoup de fanfics aussi qui sont faites, je crois, ouais, par des... beaucoup, 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 Est-ce que c'est oui. quelque chose qui vous a intéressé? Vous avez mis de Oui, côté parce que finalement, il n'y avait pas la place. oui, il a fallu faire des choix, comme je te disais, et on n'a pas pu tout évoquer. Et si tu veux, il fallait que ça reste, comment dirais-je, assez grand public, on va dire. Il y a eu des choses qu'on a écartées. Bah oui, parce que une fanfiction, son auteur ou son autrice peut décider de la supprimer du jour au lendemain et de l'enlever des plateformes. Pareil pour tout ce qui est forum, etc. On aurait largement pu développer toute une partie sur tout ce qui se passe sur Internet, sur Jane Austen et tout. Mais voilà, ça n'a pas pu se faire comme ça. Alors que effectivement, bien sûr, ça existe. Et effectivement, on est très au fait de cela. Et effectivement, on aurait bien voulu le faire, mais on n'a pas pu le faire comme ça parce que
voilà, par exemple, les livres qu'on évoque, les réécritures, on a vraiment cherché à ne mentionner pratiquement que celles qui sont trouvables en français. C'était important aussi de se dire que les gens vont aller voir et s'ils ont envie de les rechercher, certaines malheureusement sont épuisées, mais on les a mentionnées. C'était aussi une volonté de notre éditrice que de pouvoir mentionner toutes les choses qui avaient été publiées en France. Ça aussi, c'était le fil rouge, le second fil rouge. Fallait qu'on reste très proche Le de ce public. que pouvait comment une ou un lecteur de Jane Austen fait et décide de partir à la recherche de tout ce qui existe. Voilà, c'est un peu un catalogue, si tu veux, aussi, de ce qui existe chez nous en France, de ce que les éditeurs ont jugé bon de traduire. Hein, Mm. il y a eu beaucoup de choses chez Milady. Le label n'existe plus maintenant, c'est Hauteville. Nous, on connaît beaucoup de choses qui existent, qui sont publiées dans le monde anglo-saxon et qui sont pas arrivées jusqu'à nous. On pouvait pas vraiment les mettre. On n'aurait peut-être pas fait ces choix-là, nous, de parler de ces réécritures-là ou de ces auteurs-là, mais on a dû le faire parce que c'était notre job. Il fallait ça faisait partie de ce qu'on devait faire et on était absolument d'accord pour le faire de toute façon, pour mettre en lumière tout ce qui existe chez nous en France. C'était important aussi que ça soit posé là quelque part. Donc on l'a fait et on a tenu également à privilégier des personnes qui ont pu faire des livres en auto-édition. Je pense notamment à Lati Aniel, elle a beaucoup travaillé sur l'univers austinien, elle s'est auto-publiée. Mais pour le coup, on a pu la mettre dans le livre et je suis très contente qu'on ait pu le faire parce que on montre ainsi qu'il y a des choses, des productions qui existent en France. Voilà, on a été voir vraiment, je dirais un petit peu vraiment dans tous les coins et les recoins. Et comme je te le disais déjà, on n'a pas pu tout garder. On a beaucoup de choses qui sont restées sur le côté. Ouais. Que le choix manque pas hein, entre les BD, les mangas. Mais ça, c'était important d'en parler. Puis ce sont Ouais, très belle chose. des ouvrages qu'on trouve facilement. Hein, tout ce qui est la BD d'Aurore sur Orgueil et Préjugés. Le tome 3 était sorti pas très longtemps pendant notre phase d'écriture. Très belle adaptation. Hein. Ouais, donc du coup, ben, il fallait qu'on le mette et c'est normal. Et c'était surtout important pour nous aussi de mettre à l'honneur en plus des personnes, des Français ou des Françaises qui, comme je pense à Fabrice Collin et Nathalie Novi, qui ont fait leur magnifique album, Le musée imaginaire de Jane Austen, qui est Mhm. paru chez Albin Michel, je crois que c'était en 2018. Voilà, c'est aussi une rareté, hein. C'est une production française et il y en a très peu. Donc c'était vraiment important donc il y avait ce choix de mettre en avant les choses qui ont été faites par des Français et des Françaises et les choses qui ont été traduites pour le public français. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de très bonne qualité en France finalement, alors que Jen semble avoir moins de retentissement, comme on a dit chez les Français, c'est en train de s'inverser. Bon, Moins par rapport au monde anglo-saxon, mais il y a quand même un joli petit noyau de Janaïs. est-ce que tu as un coup de cœur parmi la foultitude d'adaptations? Je sais que c'est difficile de choisir, mais est-ce qu'il y a une Là, tu me parles des séries ou des films? série ou film Ah, par exemple, j'ai pas de roman préféré de Jane Austen, j'ai pas de personnage favori, j'ai pas d'adaptation préférée. Moi, je suis super bon public, même trop, à part peut-être Sanditon, j'avoue. Mais Ah, bah, est-ce que la version Persuasion de Netflix a hmm, trouvé grâce à tes yeux? elle n'a pas trouvé grâce à mes yeux. Bien que tu sois très bon public. On va dire, ça se laisse regarder, mais ça va pas être mon adaptation de chevet, si je puis dire. Non. Est-ce qu'il y a eu des Janéites qui ont testé Oui, de l'enthousiasme pour cette adaptation? j'en ai croisé, enfin j'en ai croisé, j'ai vu quelques retours très positifs. Encore une fois, vraiment, je comprends, ça peut parler à certains, pas à d'autres. Mais c'est pareil pour la série, enfin oui, la série de 95 et puis le film de 2005. Il y a souvent cette rivalité qui est présentée entre les deux, mais on ne peut pas vraiment comparer un film de cinéma qui dure beaucoup moins longtemps qu'une adaptation qui prend son temps, qui a 6 épisodes et qui se veut aussi la plus fidèle au roman. Donc bien sûr, l'adaptation de Andrew Davis, enfin, qui est au scénario,
avec Colin Firth, avec voilà, c'est quelque chose. Ça a tellement changé la donne qu'elle est incontournable. J'ai beaucoup de tendresse pour l'adaptation de Raison et Sentiment de 2008. Mhm. J'aime beaucoup la musique. Je l'écoute volontiers. J'aime beaucoup aussi le film scénarisé par Emma Thompson. Oui, ça fait partie, disons, de mon quatuor. Le film de Joe Wright, la série de 95, le film avec Emma Thompson et la série Raison et Sentiment. Et j'ai beaucoup de tendresse aussi pour la dernière version d'Emma, Mhm. qui est sortie, qui n'est malheureusement pas sortie au cinéma chez nous à cause du Covid. Mhm. C'est une proposition très intéressante, cette thème. Ouais, je trouve que c'est vraiment, ouais, que Emma, enfin, j'ai retrouvé la Emma que j'aime dans le roman, celle qui est très énervante au début et puis qui prend en maturité. Et j'ai trouvé l'actrice parfaite, j'ai trouvé la photographie aussi parfaite. Enfin, tu vois, c'est le genre de film que je peux mettre et puis je le laisse tourner et de temps en temps, je jette un petit coup d'œil, j'aime bien. Ça me met dans une ambiance comme ça, voilà. C'est à ça que je vois que oui, alors si toi tu dis coup de cœur, moi je je sais pas. Mais ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ces adaptations-là. Après, l'orgueil et préjugés, moi, je lui reprocherais le film, hein, je lui reprocherais cette fin qui après, alors, elle était très belle, mais c'est vrai qu'après, il y avait eu cette frustration chez les Américains que je peux Mhm. comprendre, mais en même temps, ça n'était pas dans le roman, Oui, de fait que, mais ouais. ça se termine comme Bah oui, mais ça. qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour gagner le cœur du public américain? Voilà. Ah, ça. Oui, oui, mais alors, pendant qu'on parlait de conquérir le cœur, la première adaptation, il me semble que c'est la première, mais tu vas me le confirmer parce que tu étais beaucoup plus que moi, mais celle que tu mentionnais avant, qui a été apparemment écrite par Huxley. Alors, quel choix bizarre de la part de Huxley, cette adaptation avec Laurence Olivier, que par ailleurs j'adore. Déjà, Ouais. les costumes, tu parlais des costumes, c'est vrai qu'on est sur des costumes plus tardifs. C'est des choix assumés à l'époque. Voilà. Et cette fin très étonnante de Oui, euh, oui, 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 cette oui. Alors, si tu remets en contexte, on est en plein dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je sais qu'il y avait cette volonté tu sais, de faire une fin optimiste. ah bah oui. Tu vois, dans l'idée, genre, tu sais, à la mode, on remonte le moral des troupes. Tu vois, c'était vraiment le propos, c'était vraiment l'idée qui est derrière. Et justement, au Jasna, j'ai assisté à une conférence parce que moi, j'avais toujours lu qu'une partie des costumes de Autant n'emporte le vent avait été réutilisée pour cet orgueil et préjugé-là. Mhm. Alors, la personne que j'ai vue nous a dit que c'était ce qu'on avait cru jusqu'à présent, mais que visiblement non. Euh, Ils auraient vraiment fait les costumes, alors sur le mode de Autant n'emporte le vent, tu vois, parce que c'était le film qui avait super bien marché à l'époque et c'était un peu faire à la mode 2, tu vois, parce que ça avait eu du succès et puis voilà. C'était vraiment pour calquer un peu sur Autant n'emporte le vent et donner cette ambiance-là et parce qu'il fallait que ça plaise aussi au public américain. C'est vraiment calqué pour, calibré pour, tu vois. Moi, quand la première fois que j'ai vu cette adaptation, j'étais très surprise, très, très déçue même, Ah j'avoue. bah, Ouais. Lady Catherine de Bourgh, qui est la meilleure pote de Nancy, qui arrange Kidem juste pour tester, pour vérifier que oui, oui, elle est bien intéressée par le neveu. Et en fait, on se rend compte que c'est quelle fin, Oui, bah pour c'est le un coup. peu un personnage récurrent dans les films américains de cette époque. Tu sais, la bonne vieille tante ou la bonne vieille grand-mère qui arrive et qui arrange tout et qui, voilà. Et non, mais c'était vraiment pour donner un coup au moral des troupes à l'époque, hein. C'est comme ça que ça a été pensé, ce film. C'est pour ça Oui, qu'on est pour, totalement étonnés cette aujourd'hui. idée de l'Angleterre, revendre une certaine idée de C'est l'Angleterre. ça, c'est ça, c'est Positive ça. aussi. Et puis, si je ne me trompe pas, là, on est pour Laurence Olivier dans la période Eau de Hurlevent, etc. Ah bah, Lui, il a tout fait, lui, hein. ouais, il a trusté tous les meilleurs, lui, hein. Il a dit, attends, celui-là, il me le faut dans ma vie. Voilà, donc tu vois, bah, il y avait aussi ce côté-là, il fallait que ça s'inscrive dans la lignée des héros qu'il avait déjà interprétés, et c'était l'anglais de service, enfin voilà, il y a tout un, tu vois, tout un, comment dire,
un paratexte derrière ce film hein, à explorer pour le comprendre. Hein. On n'a pas vraiment les codes aujourd'hui pour comprendre Ah, ce on film. pourrait Il faut t'établir ça. vraiment se remettre dans les conditions de l'époque et c'est pratiquement de la, de la recherche généalogique. Enfin, tu vois, faut aller loin, loin, loin là pour comprendre ce film aujourd'hui. J'apprécie que tu gardes l'esprit que tu avais pour l'écriture du livre parce que tu vois, tu remets en contexte avec ce Oui, même souci de oui. replacer les Parce que moi, je volontés. me suis tout de suite dit, j'aime pas ce film, mais en fait, non, c'est complètement idiot. Il Moi, faut que j'aime j'essaie de bien, comprendre pourquoi mais il j'aime est pas. bien. Mais Il est kitsch. voilà. Il est très Oui. kitsch dans Non, son... non, mais il est calibré pour le public américain, déjà, Tout à fait. premièrement. Ouais. Tout à fait. Mais il y a calibré pour un public américain avec... Effectivement, il y avait une époque où ils vendaient une certaine image de l'Europe qui n'avait rien... On en a eu plein des films qui se passaient à Paris, pareil, qui représentaient une certaine idée de Paris qui n'avait C'est rien à voir ça. avec Paris. Ouais. Donc c'est vrai que bon, ça vendait, ouais, voilà, à la sauce hollywoodienne. Hein, bon, c'est un peu dommage quand tu as autant d'Anglais qui sont investis dans le projet, euh, mais ouais, c'est curieux, très curieux. Donc du coup, notre Jane Austen, toujours pertinente, Oui, bien sûr. plus que jamais. En dehors du fait que c'est, comme vous le disiez dans l'avant-propos, que c'est la seule à avoir eu droit à sa Funko Pop. Hmm. Comment est-ce que on peut expliquer ce retour en grâce de Jane Austen, puis qu'elle n'est jamais complètement disparue, Ouais. mais c'est vrai il y a un retour vers elle. Est-ce que c'est cyclique? Est-ce que c'est une question de mode? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à notre société actuelle qui expliquerait ça? Je pense pas détenir la vraie réponse. Je pense juste à des éléments de réponse. Parce que, comme tu dis, si c'est un phénomène de mode, on sait jamais pourquoi un truc est à la mode ou pas. Jane Austen, aussi, comme tu le dis, est toujours restée là. Elle n'a jamais été démodée, pour le coup, pour reprendre un mot de la même famille. Euh, et puis, le dernier phénomène récent qu'on a pu observer à son sujet, c'est un certain engouement sur BookTok. Ça, c'est vrai, c'est vraiment assez récent, avec une génération de très jeunes qui la découvrent, qui l'apprécient. Et je crois qu'elle frôle pratiquement le milliard de hashtags sur TikTok. Donc, elle va certainement y arriver. Voilà, écoute, elle correspond peut-être à un moment donné à l'ère du temps, comme elle a correspondu à l'ère du temps durant les années de Première Guerre mondiale, où elle est revenue encore un peu plus au goût du jour, quand elle était relue par les jeunes soldats dans les tranchées. On en parle aussi dans l'encyclopédie. Rudyard Kipling en a tiré une nouvelle qu'il a appelée Les Janéites. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait que Churchill la lisait, la recommandait parce qu'elle remontait le moral des troupes, parce que elle véhiculait comme ça un esprit tout britannique, très rassurant. Voilà, alors si elle part, elle revient toujours, oui, mais elle est jamais véritablement partie. Et là, je pense que tout simplement l'engouement et puis le fait que Internet soit là aujourd'hui, dans notre monde actuel, ben, ça permet de partager les choses de manière exponentielle, comme on l'avait jamais vécu auparavant. Si on repart sur l'époque de Jane Austen, hein, on en parle aussi là sur comment rédiger un courrier, tu vois, tu te rappelles, le temps qu'il fallait pour faire parvenir une nouvelle et ainsi de suite. Là aujourd'hui, l'information, le partage, tout se fait dans l'instant. Hmm. Donc, si elle est un coup de cœur pour 100 personnes, elle peut être un coup de cœur pour 200, pour 300 et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le genre d'autrice tout à fait capable de véhiculer ce genre d'engouement, comme elle l'a toujours fait. Voilà, le festival américain, les Jazzna, ça date des années 70. Enfin, c'est très ancien. Elle a toujours elle a toujours été présente. Elle a toujours avancé avec son temps, si je puis dire, tu vois. Hmm. Là, aujourd'hui, elle est tout à fait dans le ton des réseaux, de TikTok, d'Instagram. Elle correspond à chaque période. Elle est jamais en dehors du truc. Est-ce qu'il y a pour toi aujourd'hui des héritières de Jane Austen dans nos romancières contemporaines? Ouais, c'est une question qu'on s'est posée avec Gwen. Et je t'avoue on n'arrive pas à mettre un nom. Par contre, il y a plutôt un héritage, je dirais, dans la façon d'écrire. J'imagine, comme je te disais, pour moi, elle a vraiment fait avancer l'histoire littéraire du roman britannique. Donc,
Je pense que tout ce qu'elle a produit a servi nécessairement à tous ceux qui sont venus après elle. Et il y en a tellement qui se réclament d'elle. Donc, moi, j'avancerai pas de nom parce que j'ai pas d'équivalent là comme ça. Et puis, ça serait tellement prétentieux aussi d'imaginer trouver quelqu'un qui puisse rivaliser avec son talent ou quoi que ce soit de ce genre. Et je pense qu'elle est tellement unique aussi dans sa façon de faire. On peut l'imiter, on peut aller chercher du côté de ce qu'elle a fait, mais héritier, c'est un mot assez lourd de sens, tu vois. Est-ce qu'il ne Je faudrait dirais pas pas ça. plutôt les chercher aujourd'hui finalement sur justement sur des blogs ou sur des bon, sur Twitter, je ne sais pas, mais est-ce qu'elle serait pas justement typiquement maintenant une influenceuse de réseau quasiment? Pas savoir, Là-dedans. pas savoir, peut-être. Oui, je sais pas. N'oublions pas qu'elle a voulu rester anonyme pendant assez longtemps. C'était son Donc un choix à blog elle. avec un anonymat. Ouais. Elle souhaitait pas qu'on sache que c'était elle. Elle avait ses raisons et alors je sais pas. On n'est pas dans le même monde, on n'y a pas les mêmes données aujourd'hui, donc je pourrais pas le dire. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est qu'elle-même ne voulait pas qu'on sache qu'elle écrivait. Ça restait son petit réseau, c'était confidentiel. Ses voisins, ses amis, ça s'est ébruité à peu près vers Emma. Parce que Hmm, son frère n'a pas pu résister à en parler à des gens bien placés. C'était plus pour lui faire un peu la promotion de son livre, hmm. mais elle-même ne souhaitait pas qu'on le sache. Donc, je peux pas répondre. J'aimerais peut-être qu'on revienne sur le festival Jane Austen, où je crois que tu as pu aller, hein, vous êtes Oui, allé, oui, vous êtes oui, rendu oui, au ce oui. festival Jane Austen. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste? C'est quelques jours. Oui, c'est chouette. Le festival, alors, il a une vingtaine d'années. D'ailleurs, j'en profite pour dire que en 2025, il y aura un énorme festival. On va tomber dans les 250 ans. C'est 250 ans donc, de la naissance de Jane Austen. Donc, ça Il va être faut réserver alors, hein. oui, ça va être vraiment, je pense, le Royaume-Uni voudra marquer le coup. Les différents endroits où il y a des manifestations autour de Jane Austen, ça va prendre beaucoup d'importance. C'est un festival qui a lieu dans la ville de Bath. Donc, elle a passé quelques années et où se passent au moins deux de ses romans. Et se retrouvent des Janéites du monde entier qui se donnent rendez-vous. Ça dure une semaine, mais tu peux y aller 2, 3 jours ou le temps du week-end. Alors, comment ça se passe? Il y a une journée phare, je dirais, c'est le samedi de la semaine. C'est la grande parade. Tous les fans se réunissent en costume régence et défilent dans la ville sous les applaudissements la plupart du temps. On est un peu comme des stars, les gens nous filment, nous photographient, voilà. Il y a un très grand bal aussi le soir, un bal Regency. Il y a bien sûr des rencontres dans des librairies, des dédicaces. Toute la ville se met au diapason de Jane Austen. Il y a le Jane Austen Center qui organise beaucoup d'événements. Alors, ce à quoi j'ai pu assister, c'est par exemple une pièce de théâtre promenade. Alors, ça consiste en des comédiens qui emmènent un groupe de spectateurs dans des endroits différents de la ville en rapport avec Jane Austen et qui jouent des scénettes inspirées de ses romans. En général, c'est très, très drôle avec beaucoup de jeux de mots. Et puis, bah, tout le monde est là, costumé, on défile. Ça peut être aussi des titanes, bien entendu. Des visites guidées de différentes parties de la ville. Voilà, enfin, c'est le programme très complet est disponible en ligne. Il y a tous les liens dans notre encyclopédie. Tout à fait, vous en parlez. Voilà, Des conseils pour oui. s'habiller, se Voilà, des conseils préparer. si on veut voilà, Oui, profiter il y à a plein fond de du petits séjour, c'est conseils. vraiment d'y aller costumer, enfin de le faire costumer. On n'est pas obligé de faire tout costumer, mais c'est comme assez l'éclate d'aller au Tesco du coin et d'aller en costume régence, quoi. Et ça choque personne. Est-ce que vous vous êtes costumé? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Bon, et alors donc, sur la suite de ce projet, donc vous êtes encore en train de l'emmener, j'imagine, dans différentes librairies ou différentes On conventions. Tu avais essaye parlé en tout cas, de on essaye, Calder. oui, oui, de le faire connaître et
de montrer que c'est un ouvrage réalisé par deux Françaises qui ont mis tout leur cœur dans ce livre et vraiment notre énergie aussi, notre enthousiasme, notre affection pour cette merveilleuse autrice, notre fanitude, tout ce que tu peux imaginer. Voilà, et puis que c'est un ouvrage à la fois, j'espère, instructif, ludique, joyeux, et puis Non, qui donne juste plutôt envie. le patch central sur la chemise de Monsieur Darcy. Ouais. Ou en 3D, tu sais. Tu vois, ça fait partie des incontournables. Tu ne peux pas ne pas évoquer la chemise de Monsieur Darcy, la chemise mouillée. Ah non, ça n'est pas possible. Enfin, c'est ça qui a relancé quand même, Oui, je pense, beaucoup de passion autour de Jane tout Austen. à Oui. fait. Oui, tu as raison. C'est un moment, c'est un jalon dans l'histoire de Jane Austen. Et puis, ça a quand même permis de vendre encore plus de livres à l'époque. Oui, effectivement. Oui, oui. Sans le mettre en couverture pour autant sur les adaptations. Non, Je sais c'est pas un ce des aspects. Mm. je sais pas ce qu'elle en aurait pensé elle-même, mais enfin bon. Ben, on sait qu'elle avait beaucoup d'humour. Donc, possiblement, elle aurait bien ri, je pense, j'espère. Avoir la statue géante de Colin Firth. Ouais. C'était un parc à Londres où il l'avait mis, non? Il l'avait mis à Hyde Park. Oui, oui, c'était assez, oui, assez particulier, on va dire. Une œuvre colossale. Oui, 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 tout à fait colossal, bien, bien visible. Ouais. Du coup, vos pas vont vous mener où l'année prochaine avec la promotion du livre? Est-ce que vous savez déjà Oui, on a quelques trucs de prévus, mais est-ce qu'on peut vous effectivement, rencontrer pour des dédicaces? on est attendu donc par. Alors, Lizzie Dunford, j'ai eu la chance de la voir au Jasna à Denver, donc je lui ai offert le livre, mais elle nous attend de nouveau en février à la maison de Jane Austen. Et aussi, j'ai rencontré aux États-Unis Louise, c'est la directrice de Chawton House. Pareil, elle nous attend avec impatience pour nous refaire une visite en tant qu'autrice cette fois Ah là là, de la maison de la famille Knight. Donc, on ça saute sur le retournera tapis avec plaisir. rouge. Pardon? Ouais, Ça bah, je sais saute pas. sur le tapis rouge cette Oui, en fois-ci. tout cas, symboliquement, on va aller offrir l'ouvrage à la boutique de chacun des deux musées. Voilà. Ça doit être quelque chose, oui, ça doit être une Ouais. fierté pour vous de... Ouais, c'est une grande fierté. Et puis, oui, Des conventions en France, est-ce il y en a? Il y a des projets de... Est-ce que vous allez il y a eu pouvoir des présenter choses, vos il y a livres? eu des choses, mais ça n'a jamais vraiment abouti. Alors, Qu'est-ce que les hommes autour de vous ont pensé de votre travail? Est-ce que vous avez eu du retour de monsieur ou de garçons? Vous oui, avez quand même quelques-uns autour de vous, donc oui, bien entendu, bien sûr. qu'en Bah, disent déjà au Jasna, bien sûr, j'ai pu montrer l'ouvrage à des messieurs, à des gentlemen, et ils étaient très enthousiastes. Ah bah, c'était des gentlemen aussi. Oui. Ceux qui sont moins de gentlemen. Alors, bah, de ce que j'ai pu voir de mon entourage, tout le monde m'a dit que c'était vraiment un beau livre. Après, j'ai pas de retour spécifique sur des blogueurs masculins. Si, on a eu un retour d'une personne, oui, il me semble que c'est un monsieur, oui, oui, et c'était très positif, hein. Oui, oui. Il n'y a pas de, enfin, j'ai pas entendu de trucs du genre c'est trop girly ou des choses comme ça. Non. Est-ce que le travail que tu as accompli sur cet ouvrage, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton appréhension de Jane Austen? Est-ce que qu'est-ce qui finalement qui t'aura marqué le plus ou quelque chose dont tu n'avais pas pris conscience ou une espèce d'épiphanie que tu aurais eue avec Fanny Price, une épiphanie Ouais, Price éventuellement. ouais. Bah, c'est un peu, comment te dire, presque, je dis bien presque, comme si j'avais pu la rencontrer. Le fait de l'approcher de si près, c'est-à-dire de lire énormément de documentation sur elle, de relire ses ouvrages. Je te parlais tout à l'heure de ma tante anglaise. Donc, comme nous sommes allés avec Gwen au Royaume-Uni, j'ai la chance d'avoir de la famille là-bas, justement, grâce à ma tante. Une de ses sœurs, sa sœur aînée, habite juste à côté de Chawton. Donc, elle nous a récupérés en voiture.
Et nous avons été dans le village dans lequel elle est née. C'est à Steventon. Et j'avais jamais pu y aller parce que c'est compliqué d'y aller en transport en commun quand t'es pas véhiculé au Royaume-Uni. Et là, je pense qu'avec Gwen, on a vraiment senti un truc, le fait on s'est rapproché au plus près de ce qu'on pouvait. C'est-à-dire, c'est un village qui est pratiquement resté dans son jus, tu vois, Mhm. avec vraiment la campagne anglaise telle que tu l'imagines quand tu lis les romans de Jane Le Austen. Et petit village puis, des Cotswolds, un petit peu, ce genre-là, hein. voilà, ce genre-là. Et puis, le fait de se dire, ben, c'est peut-être le chemin sur lequel elle a marché quand elle allait du presbytère familial jusqu'à la petite église où officiait son père, où sont enterrés des membres de sa famille. Enfin, tu vois, c'était très émouvant. Et ça, c'était un aspect peut-être que je n'avais pas encore ressenti. Et le fait de se dire aussi, de la lire en étant missionnée pour écrire sur elle, oui, ça fait qu'on la redécouvrait d'une autre manière, d'un autre œil. Donc, je dirais que j'ai eu le privilège vraiment de la redécouvrir ou de presque comme si je la rencontrais pour la première fois à nouveau. Et puis, en tout cas, voilà, je l'ai approchée par un autre prisme, mais ça, c'est assez précieux. Je dirais que c'est ça la chance que j'ai eue, c'est que je l'ai approchée d'un peu plus près que je ne l'avais fait jusqu'à présent. Je n'étais plus qu'une simple lectrice. Voilà, on a pu rencontrer Jeremy Knight, Descendants, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et ça donne une dimension, une saveur en plus au fait d'être une Janaïte. En fait, c'est un peu aussi comme faire partie d'une boucle maintenant. Gwen et moi, on fait partie de cette boucle de personnes qui ont eu la chance d'écrire sur Jane Austen et d'être inspirées par elle et d'avoir produit un livre sur elle. Voilà. C'est ça, on a intégré cette boucle en fait. C'est un privilège. Tu le décris presque comme une expérience mystique, hein, d'une Mais certaine manière. c'est pas loin. Enfin, moi, je suis assez comme ça. Donc, c'est. Oui, je veux pas trop en parler parce que je trouve que c'est assez personnel comme Oui, 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 expérience. Mais mais que c'est effectivement, moi, important ce que tu dis, d'entrer dans une espèce de Oui, relation personnelle. moi, je pense. Moi, tu sais, je suis assez attentive à tout ce que je peux imaginer être un signe autour de moi ou quelque chose qui va me dire si je suis ou non sur la bonne voie ou si j'ai pris le bon chemin ou si je suis dans la bonne manière de penser. Et au cours de ce processus d'écriture, au cours des rencontres qu'on a pu faire, des choses qu'on a pu découvrir à chaque fois avec Gwen, ben, c'est comme un peu si on avait eu une certaine forme d'approbation parce que on voyait que on allait vers quelque chose qui était pas mal et qui était bien, et puis ça collait, et puis ça marchait, et puis ça fonctionnait, et puis on tentait un truc, et puis bah oui, c'était ça finalement. Et voilà, si tu veux, tu as des gens qui ont le chemin parcouru d'embûches, mais nous, non. Ça a été vraiment à chaque étape, quand on avait un souci, on trouvait une solution. Voilà, c'était presque comme si quelqu'un nous facilitait le chemin, je J'allais dirais. dire, c'est comme si Jen, Ah finalement, là là, elle a moi, j'oserais pas aller jusque-là, mais ah, pourquoi pas? C'est comme ça que tu le en ressens. tout cas, j'ai pas eu le sentiment qu'elle nous Les étoiles désapprouvait. étaient alignées, on va dire, Ah finalement. oui, ça c'est sûr. Les étoiles étaient, les planètes, tout ce que tu veux, ouais, ouais, ça c'est vrai. Et le fait Vraiment. que Gwen et moi, on se complète aussi bien, tu sais, une mécanique d'écriture avec une personne, je pense que tu vois de quoi je parle, c'est pas toujours évident, mais quand ça match à un point comme ça, c'est juste génial, quoi. Et ça, rien que ça, déjà, je trouve ça absolument génial d'avoir vécu ça avec elle. Ouais. Une écriture à quatre mains qui était presque une écriture à six mains, finalement, avec Jen derrière. Oui, peut-être bien, oui. Ou en tout cas, un regard bienveillant, peut-être, je ne sais pas. Et donc, il n'y a pas eu de postpartum à cette. Il n'y a pas eu un Si, peu plus bah après si, parce que l'écriture, quand tu alors? termines, ça te laisse un grand vide, Ah bah forcément, voilà. ça occupe toutes tes pensées, ça occupe quasiment tout ton temps. Et surtout quand ça s'accélère, quand la deadline approche, là, il y avait un tourbillon qui s'est mis en place, carrément un tsunami. C'était très, très, très intense. Et Gwen et moi, on se soutenait l'une l'autre parce que c'était pas forcément facile à vivre, hein. T'as un Même sentiment. si ça reste 100% génial comme expérience, le processus d'écriture, c'est jamais simple. Et il y a eu des moments d'angoisse, de doute et de panique parce qu'on était en retard ou je ne sais quoi. Mais voilà, on s'est toujours soutenu et j'ai trouvé ça génial. C'est ça qui était bien comme expérience. Et effectivement, du jour au lendemain, ça s'arrête parce que t'as rendu ton mot à tirer, tout est fini. Après, il y a peut-être des petits trucs comme ça, mais on passe d'un tourbillon à une mer calme.
des petites vaguelettes de temps en temps. Donc ouais, c'est ça qui est assez angoissant et on attendait avec impatience la sortie du livre pour avoir les retours de ce qu'on avait fait, pour partager aussi notre expérience, pour aussi continuer à faire vivre le bouquin, à retrouver un peu de cette effervescence qu'on avait pendant l'écriture. Voilà, c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. Ouais. Mhm. Est-ce que du coup, ça vous a donné envie à toutes les deux de partir sur les routes du Yorkshire ou de Stratford ou de je ne sais où pour aller proposer une autre encyclopédie visuelle? On aimerait bien, je sais pas si ça pourra se faire ou s'il faut que ça soit la volonté d'un éditeur ou d'une éditrice au départ, mais ça serait chouette, ça serait vraiment bien, ouais, pourquoi pas. Tu arriverais à te reprojeter dans une autre aventure finalement avec un autre auteur malgré cette relation très personnelle qui s'est créée? Est-ce que c'est possible de tromper Jane Austen après? Eh ben, écoute, c'est une excellente question. Alors moi, je pense que oui, mais je ne considérerais pas ça comme trompé. Ce sera pas Mais- la même chose parce qu'il n'y a qu'une seule première fois. Et oui, aussi, effectivement, cette expérience de la première fois, c'est unique. Ouais, je Mhm. confirme. Et surtout de la vivre avec une personne comme Gwen, qui était voilà si enthousiaste, si réceptive, si toujours dans la discussion, dans l'échange. Ça, c'est quelque chose d'hyper précieux. Ouais. Vraiment. Moi, je retiens surtout ça, notre collaboration, et j'espère que ça se ressent aussi en feuilletant le livre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se fond l'une dans l'autre. Par exemple, Gwen a ses parties bien précises, mais parfois, j'ai pu intervenir sur certaines choses qu'elle a écrites et inversement. Donc, voilà, à un moment donné, ça se mélange, son travail et le mien, ce que j'ai fait, c'est à elle. En fait, Je pense que tu dis en termes de mélange, parce que bon, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu toutes les deux, mais je ne connais pas Gwen, en tout cas pas encore, j'ai pas eu cette occasion. Mais quand on lit le livre, on n'a pas nécessairement, enfin, t'as pas un sentiment de coupure d'une partie à l'autre. Enfin, je pense qu'il y a Mm. il y a Parce une qu'on s'est belle toujours relu. oui, ça se Ouais, sent que tout le c'est un temps. beau travail Mm. de collaboration Tout le parce que temps, tout le tu temps. pas un ton qui est radicalement Non. différent. Ou tu vois, tu parlais de collaboration. Bon, si tu penses à ce que je pouvais travailler avec Aurélie, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait toutes les deux, très clairement. Mais c'est vrai qu'on a chacune gardé notre ton. Alors, c'est vrai que je comprends ce que tu dis en termes d'arriver à harmoniser des personnalités, travailler en collaboration, ça tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un travail qui n'a rien à voir. Et là, il n'y a pas des pages où tu te dis très clairement, il y en a une qui a écrit ça Mhm. et l'autre autre chose. Ah C'est non, c'est bien. vraiment un projet bien Ouais, c'était le but. Ouais. équilibré, ouais, vraiment, Mhm. vraiment, qui est complètement cohérent du début jusqu'à la fin. Je pense que c'est parce qu'on s'est échangé tout le temps nos textes, mais tout le temps, tu vois, genre, on travaillait vraiment par partie et on se relisait constamment, constamment, mais premier jet, deuxième jet, troisième jet, quatrième jet, ça pouvait aller très loin, tu vois. Donc, et si ça convenait pas à l'une, on changeait. Il fallait vraiment que ça plaise à Gwen en premier, pour moi en tout cas. Gwen aussi, je pense. Si ça ne nous plaisait pas, on le disait, tel terme n'est pas approprié, non, j'ai pas compris ce que tu veux dire, voilà. Il y avait toujours cet échange entre nous et ça a nourri nos textes et nos relectures, nos réécritures constamment. Je pense que c'est pour ça qu'on ne voit pas la rupture entre les styles et qui a écrit quoi. Ouais. Je pense que par rapport aux inquiétudes que tu pouvais avoir et que tu as manifestées là, je trouve que c'est vraiment, on sent que c'est un travail qui a été fait avec le cerveau et avec le cœur. Enfin, les deux sont vraiment là et euh, c'est vraiment un très beau travail dont vous pouvez être fiers toutes les deux. Je En tout cas, oui, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. On a voulu être les plus, c'est un mot que j'utilise souvent, c'est le plus honnête possible. C'est-à-dire que les mots sont les nôtres, c'est pas du copier-coller, c'est pas des choses qui sont traduites de biographies qu'on aurait pu lire en anglais. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de lecture. Ensuite, tu vois, toute une imprégnation autour de Jane Austen, de son univers, de ses romans, et toute une réflexion aussi qu'on a eue avec Gwen en amont. On a fait des brainstorming, des choses comme ça. C'est vraiment, d'abord, il y a tout ce travail préparatoire avant la phase d'écriture. C'est pour ça que ça a été quand même assez long. Et en même temps, c'était pas suffisant, tu vois, parce qu'on avait tellement de choses encore qu'on aurait pu poser à plat. Et voilà, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait avec les éléments dont on disposait. Et voilà,
moi, je dirais, ouais, c'est comme tu dis, le cerveau, le cœur et puis les tripes aussi, sans doute, hein. Ouais. Bah, c'est honnête, mais et respectueux, je te dirais respectueux de l'auteur, enfin de l'autrice, respectueux des lecteurs, qu'ils soient aguerris ou pas en termes de connaissances sur Jane Austen, et complètement cohérent avec le style de Jane Austen aussi, je dirais, parce que dans tout votre projet, finalement, c'est à la fois très élégant, parce qu'elle a cette élégance-là, il y a de l'humour. Il y a le souci du réalisme avec tous ces petits points d'information que vous avez donnés, et on n'a pas parlé tellement quand on a parlé du style, mais voilà, l'invention du réalisme, hein, tu peux le chercher chez Jane Austen avant des mots passants, presque mots passants, je dirais, pour être un héritier de Jane Austen, si tu Ouais, veux, c'est pas faux. Oui, dans ce l'étude des côté caractères aussi, oui. des caractères, de Mhm. détails, Mhm. et, je sais pas, cette espèce de tendresse qu'il peut y avoir aussi dans cette observation de petites choses que certains jetteraient comme étant des choses banales sans intérêt, et qui sont en fait essentielles dans la vie des gens et dans leur personnalité, la manière dont leur destin peuvent ou pas se réaliser, si tu veux. Et donc, il y a ce souci du réalisme qui est présent, et donc il y a toutes ces petites choses qui sont à la base de son univers, et que vous arrivez à retranscrire dans votre éthique de travail, je dirais, et dans le produit fini, hein, très clairement. Vraiment. Ouais, écoute, merci. Ça me rassure beaucoup parce que c'est vraiment le but, hein. Tu as mis le... Ah bah écoute, tant mieux, mais je pense que tu as Ouais. déjà eu d'autres retours là-dessus. Oui, oui, on a eu déjà les retours de notre éditrice à l'époque. Et puis, je me souviens qu'elle travaillait avec une stagiaire et elle nous avait dit que c'était une jeune personne qui ne connaissait pas Jane Austen. Et elle avait relu tout notre bouquin. Elle faisait des corrections avec l'éditrice, la correctrice, ainsi de suite. Elle nous avait dit, bah, on a gagné une Jane parce que du coup, elle avait relu le bouquin et ça l'avait convaincue aussi de se mettre aux adaptations, de se mettre à l'univers austinien. Et nous, on était super contentes d'apprendre ça, quoi. C'était Hmm. déjà nos premiers retours, c'était déjà l'équipe éditoriale et puis tout ça. Et ça nous faisait plaisir, mais on avait toujours cette appréhension de nos amies janéites, qu'est-ce qu'elles allaient dire, qu'est-ce qu'elles allaient penser. Voilà, c'était. Moi, je trouve que c'est vraiment bluffant, parce que c'est votre premier, comme tu l'as dit, c'est votre premier ouvrage. Donc, Oui, c'est vraiment un... oui, mais aussi, bon, comme tu t'en doutes, hein, comme tu nous l'as dit aussi, c'est quelqu'un qui nous accompagne depuis longtemps. Donc, c'est pas aussi un truc qu'on prendrait là en cours de route et on connaît rien. Non, non, on avait tout notre passif de Janaïte et nos explorations au Royaume-Uni qu'on avait déjà faites, et l'une et l'autre. Et puis aussi, je pense, cette envie d'aller plus loin, hein. Je pense, comme toute Janaïte, on avait envie un jour. Enfin, moi, c'était sûrement mon rêve le plus fou, écrire un bouquin sur Jane Austen. C'est un truc que j'aurais jamais cru possible ou envisagé à ma petite place, modestement. Jamais, jamais, jamais. Donc, pour l'opportunité se présente, ça ne se refuse pas. C'est pas possible. Donc, même si au tout début, on se disait avec Gwen, mais on n'y arrivera pas, c'est pas possible, c'est trop ambitieux. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, ben c'est comme un énorme déménagement, tu sais, tu as tous les meubles là, les paquets, les cartons à défaire. Et puis on avait beaucoup de choses déjà dans notre tête, dans notre sensibilité qui correspondaient déjà au ton du bouquin, au ton qui était voulu par Hachette, par l'éditeur, etc. Donc finalement, on a un petit peu mobilisé nos connaissances. Ensuite, on a poussé plus loin les recherches parce qu'il fallait quand même que ça soit sérieux, vérifié. On avait des choses qu'on connaissait, mais il fallait quand même toujours vérifier les sources et tout. Il fallait pas écrire n'importe quoi. Et puis voilà. Et ça s'est fait naturellement. Chaque étape était à la fois, c'était un grand saut dans le vide, en même temps un plaisir. C'était l'expérience de la première fois. C'était magique, je dirais ça. J'aime beaucoup cette image de déménagement que tu as employée, parce que d'abord, il y a le fait que, bah, avec Jane Austen, tu voyages dans le temps, Ouais, tu voyages dans c'est son vrai. voilà, bon, d'une part, que c'est un peu toujours te retrouver chez toi avec Jane Austen. Il y a une partie de meubler ton esprit, meubler ta maison. Il Mhm. y a ce côté confortable et cosy de Jane Austen. Oui, c'est ça. Et il y a aussi le fait que quand tu déménages, comme tu l'as dit, tu te retrouves avec des cartons. Des fois, tous les cartons, tu as complètement oublié ce qu'il y avait dedans. Tu ne savais plus que tu possédais cette tasse ou ce... Il y a un côté Noël, de redécouvrir sans arrêt des choses qui, en fait, que tu as toujours eues,
que tu ne voyais plus et qui tellement elle te semblait banale, évidente, et d'un coup tu ouvres et tu dis ah, mais c'est un trésor que j'avais dans ma maison, je ne le Mm. savais même pas. Et ça lui va finalement tellement bien. Donc Ouais, c'est vrai, tu as raison. Ouais, ouais. c'est une très belle image finalement, le Mm. déménagement. Et Ouais, parce ouais. que c'est un auteur qui déménage. Voilà. Oui, pas faux. Mais c'est vrai. Et j'ai envie aussi de rajouter que pour moi, tu sais, être janéite aussi, c'est faire partie d'une grande communauté à travers le monde. Et aussi, pour moi, c'est carrément une famille. Enfin, j'ai rencontré des janéites qui sont un peu partout dans le monde. D'ailleurs, on les voit à la fin du bouquin. J'en ai interrogé certains et certaines pour la petite rubrique sur la perception de Jane Austen un peu dans le monde, comment elle est vue. Et c'est tous des amis, les gens que j'ai interviewés. Donc, tu vois, voilà, c'est important pour moi aussi de montrer que quand tu es Jeanette, tu fais partie d'un tout. Et par exemple, quand je suis allée au Jasna, là, à Denver, ben, j'ai été hébergée par une amie américaine. Enfin, tu vois, au début, on se connaissait pas bien. Puis après, entre-temps, moi, je la connais depuis quelques années maintenant, mais on s'est découvert grâce au réseau des Janeites. Elle est Janeite d'Arizona. Elle m'a contactée parce que j'étais en France. Elle m'a trouvée sur les réseaux et puis on est devenues copines. Elle est venue passer une semaine à Paris. Moi, je suis allée en vacances chez elle en Arizona. Ensuite, elle s'est occupée de tout. Mon enregistrement au Jasna, les billets d'avion pour aller à Denver, tout ça. Enfin, je n'aurais pas vécu tous ces événements si j'avais pas fait partie de cette grande communauté d'esprit, de cœur. Et enfin, je trouve ça génial d'appartenir à ça aussi. Et ça, c'est un truc que Jane Austen génère aussi. Et je connais pas d'équivalent. Enfin, je suis pas familière avec Ouais, d'autres ton univers à ce point-là, phrase, mais tu t'es retrouvée avec Jane Austen Jenner, tu vois. ouais, mais il n'y a pas Pas le d'équivalent même sur les mot, sœurs mais Brontë, par exemple, c'est tu bien. vois. C'est bien, mais c'était amusant que dans la même phrase, finalement, on arrive à en reparler toujours parce que c'était le. Je sais pas comment est la communauté des Brontéistes, probablement plus compliquée. Il Mais y a alors, des choses, mais pas à ce point-là. Et c'est pas aussi joyeux, je pense, hein. ah, bah, c'est peut-être pas censé, mais quand tu parlais de la communauté, ça me faisait penser à moi une communauté que j'ai eu l'occasion de bien fréquenter et appréhender, qui était celle Je de sais, Star je sais Wars. ce que tu vas me dire. Et donc, bon, qui était Ouais, oui. visiblement moins sympathique hein, que celle plus compliquée que Non, non, celle mais que tu as de- tout à fait raison parce que quand j'explique ce que c'est que les jasnas, je dis aux gens, vous savez, c'est comme les grands Comic-Con là pour les Star Wars, les Star Trek et tout ça. Et c'est exactement ça, hein. Oui, parce Ouais. qu'il y a du cosplay, il y a du voilà, tu Ouais. peux dire, c'est le même ambiance. Par contre, j'ai l'impression que en termes de polémique ou de fréquentation, c'est pas la même cantine. Hein. Donc du Non. coup, est-ce qu'il y a des grandes polémiques au sein de la communauté janéite? Est-ce qu'il y a il y a des guerres, des querelles, des Écoute, sûrement. tensions? Mais tu n'as pas Sur, encore appréhendé ça. Sûrement. Moi, je suis trop nouvelle dans la communauté pour Ça a été- connaître tout ça, mais je suppose que ça existe, mais comme partout, c'est l'être humain, c'est normal. Oui, Probablement justement autour de telle ou telle adaptation. Ou oui, oui, il y en a, il y en a. Encore et encore et encore, je remercie Gwen mille fois d'avoir pensé à moi pour l'accompagner dans ce projet et ça a littéralement changé ma vie. En tout cas, ma perception de beaucoup de choses, ça m'a apporté énormément. Je pense pas que je serais allée aux conférences, au congrès américain sans le livre. Je pense pas que je me serais autorisée à me dire je vais y aller, ça va être chouette. Non, non. Je pense que j'avais besoin vraiment d'une certaine légitimité pour aller voir les Américains et puis parce que c'est comme un gros truc. Et j'ai appris que j'étais la seule Française à l'avoir fait. Donc il y a bien des Italiennes qui sont venues, des Canadiennes. Mais de notre pays, non. Donc c'était quand même, j'étais assez exotique là-bas, c'était marrant. tu représentais la France. Oui, et puis ils aiment bien, c'est bizarre, mais ils aimaient bien le fait Voilà, que je forcément, sois. c'était exotique s'ils n'avaient pas Ouais, l'habitude. On en voilà, tient une, on en tient une. voilà, je me sentais un peu comme la cousine Eliza qui avait vécu à Paris, quoi. Donc oui, oui, ça les intéressait vraiment et bah disons que notre souhait maintenant, ça soit que notre livre soit connu par le plus grand nombre de personnes possible, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Vraiment, sincèrement, je le souhaite. Je souhaite qu'il soit traduit, qu'il soit adapté en différentes langues. Est-ce qu'il y Euh, a un équivalent de votre travail dans... non, Non? Bah alors non, carrément. non, 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 il n'y en a pas. Justement, j'en parlais avec
des spécialistes aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient là, qui avaient écrit des ouvrages sur Jane Austen. Ça existe, mais pas de manière aussi ludique, aussi. Tu parlais de l'humour qu'on a mis dedans. Il y a le côté iconographie aussi. Alors il y en a des bouquins. Il y a des bouquins avec des photos, avec des dessins, tout ça. Mais peut-être pas avec autant d'informations et en tout cas là, c'est vraiment calibré pour le public français, je dirais. Pour le public français, non, ça n'existait pas. Ça, c'est sûr. Calibré pour le public français, parce que vous avez eu à cœur, comme tu l'as répété plusieurs fois, que Oui. ce soit avec des choses que des francophones Mhm. puissent lire. Mais j'en reviens à mon universel. Non, franchement, il est alors, c'est vraiment un objet conceptuel parce que c'est vrai que votre illustratrice, elle a du coup fait une unité sur l'ensemble. Il y a une identité visuelle hein, qui est vraiment cohérente et particulière et très, très belle, hein, vraiment, Oui. de bout en bout. Mais justement, ce bel objet que vous avez pensé pour le public Mhm. français et qui, comme tu l'as dit, n'a aucun équivalent finalement, Mhm. euh, bah, je pense qu'il peut toucher vraiment tous les Oui. fans de Jane Austen à travers le monde. Et Oui. moi, j'espère vraiment que tu vas me donner des nouvelles sur la suite, sur le fait que vous allez pouvoir défendre, vous devriez carrément arriver à le vendre et à le défendre dans d'autres pays. Et je te dis, moi, le marché asiatique, avec l'objet que vous avez, oh, mais carrément, quoi. Si c'est pas dans toutes les meilleures librairies de Tokyo, je ne vois pas, quoi. Tu vois, il est vraiment très, il toucherait clairement ce genre de public. Et Ben, on l'espère. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Pauline, notre graphiste très talentueuse, qui a, je pense aussi, mis tout son cœur dans le projet. mm, Encore une fois, tu vois, c'est un travail de sororité. Hein, c'est vraiment, on était beaucoup de femmes impliquées dans ce projet, en tout cas à porter ce projet. Et oui, là, on est distribué au Canada depuis hier, depuis le 6 décembre. mhm. Donc, il y a Sonia Alain qui est intervenue dans un des petits entretiens de la fin. Je sais qu'elle va aider à promouvoir le livre au Canada. Il est distribué en français pour l'instant au Québec, Mhm. mais Après, c'est les il peut aller portes. au Canada. Ouais, Oui, voilà, tout à fait. À partir, c'est une porte d'ouverture, hein, tout ouais. à Je sais qu'il est bien distribué en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, dans les pays francophones. Je l'ai repéré aussi je crois sur des sites de librairie au Maghreb. Donc oui, c'est pas mal, effectivement. Et le français peut être un frein pour certaines personnes pour le moment, mais et non, comme tu l'as dit, de quand tu l'as offert, ouais, je veux dire, il va trôner ce livre dans la c'est un librairie bel objet. de Tiotarn. Voilà, voilà, ça y est, il a sa porte d'entrée. On a beaucoup parlé de maison, de porte, tu vois. Finalement, il y a une Oui, cohérence aussi dans notre oui. entretien aujourd'hui. Et bah, il rentre gentiment, il va s'installer. Et à mon avis, ça va devenir un objet de référence. Et en Oui. dehors de ça, un objet collector pour tout fan de Jane Austen qui se respecte. Ben, Hein. on l'espère vraiment. Ouais, c'était notre but, c'était aussi notre manière à nous de faire un cadeau aux Jeannettes de France, francophones en tout cas, et de se dire, on n'a pas ce genre d'ouvrage chez nous, on aimerait bien. On avait bien conscience de la responsabilité que c'était de se lancer là-dedans, mais c'était complètement foufou. Mais voilà, on l'a fait. Encore une fois, je me répète, le cerveau, le cœur, les tripes, on a mis tout ce qu'on a pu dedans. On l'a fait avec sincérité, on l'a fait sans arrière-pensée, on l'a fait pour rendre hommage à cette autrice qu'on adore, qu'on aime, qui nous porte, qui nous inspire, qui fait partie de notre quotidien, encore plus pendant la phase d'écriture, mais elle a toujours été là et je pense qu'elle sera toujours là maintenant. Elle est, elle est, elle est, elle était précieuse pour nous, elle l'est encore plus, elle le sera toujours. Donc, il y aura des femmes, finalement, il y aura toujours Jane Austen. Mais oui, et on le dit pas assez parce que peut-être que maintenant ça va un petit peu mieux, mais voilà, en relisant toute cette période historique, ben, on se remémorait que c'était pas facile pour les femmes, qu'on est passé par tout un tas de choses pour arriver là où on est aujourd'hui et que c'est pas fini et que voilà, c'est important. Et Jane Austen, sans être taxée de féministe, parce que
c'était pas son époque. Néanmoins, elle en a inspiré. Elle a inspiré les suffragettes. Elle a inspiré pas mal d'autrices qui se sont revendiquées après. C'est une figure importante de la littérature britannique. Elle est sur les billets de 10 livres. Enfin, c'est pas pour rien. C'est pas... On n'arrive pas à cette place-là si on ne dégage pas quelque chose qui est de l'ordre d'être une icône. Tu vois? Mm. Alors, il y a l'icône, c'est vrai, et puis il y a cette femme avec ses petits bouts de papier, patiemment, délicatement, qui écrivait ses romans, qui écrivait ce qu'elle voyait, ce qu'elle sentait, ce qu'elle voulait aussi, parce qu'elle a toujours été libre de ses écrits, et qui a renoncé à une vie de confort, à une vie plus simple, sans doute, à une vie toute tracée, pour pouvoir réaliser son rêve. Et ça, c'est très, très inspirant. Et encore maintenant, et peut-être plus que jamais. Et je dirais, moi, Claire, que votre travail avec Gwen est également très inspirant parce que tu parlais de rêves personnels et de syndrome de l'imposteur Ouais. d'avoir peur, de te lancer, etc. Et c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de personnes, moi, en termes de podcast, au gré des podcasts, on a pu parler de ça, de choses qu'on certaines artistes avaient envie de faire ou de projets, tu vois, même des podcasteuses qui n'osaient pas se Mhm. lancer. Et de voir justement que vous avez pu réaliser ce rêve, euh, que vous l'avez mené à bien et que vous avez fait encore une fois un travail dont vous pouvez tout à fait être fier aujourd'hui. C'est extrêmement inspirant peut-être pour des jeunes femmes ou des moins jeunes d'ailleurs, parce que quel que soit Mhm. l'âge, il n'est jamais trop tard Oui, pour se lancer. Alors même si notre Jen, elle est morte assez jeune, 41 ans finalement, oui, très elle aurait jeune, oui. je pense à peut-être tous les autres livres qu'elle aurait pu écrire Mhm. après, en plus Ouais. avec la maturité derrière, parce que quand on voit son dernier roman, finalement, était le plus abouti. Mhm. Donc on n'ose pas imaginer ce que ça aurait pu donner si elle avait écrit à 60 ans. Absolument, absolument. On a perdu Oui. clairement des Oui, on choses. a perdu beaucoup. Et pour les sœurs Brontë, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, c'est la réflexion que je me faisais souvent à leur sujet. Mais tu as raison, c'est vrai, Et tout donc à fait. voilà, jamais trop tard pour vivre ses Oui, rêves et être, oui, être inspiré. oui, oui. Et votre travail, non seulement témoigne de votre passion et de vos rêves à vous que vous avez concrétisés. C'est une étape peut-être vers d'autres rêves d'ailleurs que vous espérez peut-être concrétiser après derrière. À terme, je dis inspirer d'autres personnes. Et ça, c'est un beau passage de relais finalement, je trouve. Mhm. Et ça fait une belle histoire. Oui, c'est vrai aussi. Ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure sur le fait d'être un maillon de la chaîne, voilà, de personnes qui ont eu cette chance d'écrire et d'être inspirées par Jane Austen. Je remercie encore une fois Lucie, notre éditrice, qui a porté ce projet. Elle est restée avec nous jusqu'au bout. Après, elle est partie vers d'autres perspectives, mais ça a été son dernier projet chez Hachette Rose. Et quand elle est partie, elle nous a écrit un très gentil petit mot pour nous remercier. Donc, elle avait une super collaboration avec nous. Et surtout, ce qui l'avait marqué, c'était que c'était notre premier projet, Gwen et moi, et elle avait apprécié travailler avec nous, même était parfois étonnée étant donné que c'était notre seule expérience, que ça fonctionnait aussi bien et que, voilà. Donc, effectivement, c'était, comme tu disais encore, un alignement des étoiles. On a eu cette chance de se rencontrer toutes, Lucie, Gwen, moi, Sophie, Pauline, qui a été aussi la graphiste, etc. Et puis, toutes les personnes qui nous ont aidées pour le bouquin. Mm. Du coup, on va remercier les auditeurs et les auditrices qui ont suivi cet entretien, ce podcast, et les encourager fortement à se ruer en librairie C'est gentil. pour commander le livre et peut-être au plaisir de te rencontrer dans des librairies pour faire dédicacer ou dans des Oui, oui, conventions. on essaye de mettre ça en place. Je sais pas quand tu vas sortir ton podcast. Avant Noël! Non, non, il sera Oui, sorti avant Noël pour parce que on a une rencontre, on a une rencontre autour de Jane Austen le 16 décembre. Tu n'es pas sans savoir que c'est son anniversaire, le 16 décembre. Du coup, on a cette date-là symbolique, une rencontre à la librairie féministe Floralie à Paris, dans le 14e. On est également en dédicace et rencontre au Renard Doré le 27 janvier. Mhm. Alors, c'est presque la date anniversaire d'Orgueil et Préjugés, parce que ça, c'est le 28. On n'a pas pu avoir le dimanche, donc c'est
Le samedi, c'est le 27. Et puis, il y aura d'autres choses qu'on partage sur les réseaux. Mais en tout cas, si des libraires sont intéressés ou des professionnels du livre, comme des bibliothèques, des médiathèques, on est toujours intéressés pour venir parler de notre passion, de notre expérience d'écriture, de la littérature anglaise. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse et on aime bien partager ça maintenant. Oui, c'est notre privilège et notre plaisir de partager tout ça grâce à l'encyclopédie qu'on a pu réaliser sur Jane Austen. Bah, écoute, on va essayer de le sortir pour l'anniversaire du coup de Jane Austen. Ce serait bien que cet épisode sorte le 16 décembre. Donc, bah, mission accomplie ou pas, on verra comment de la sortie. Tu fais comme tu peux, c'est pas grave. Non, mais je pense que c'est jouable, il n'y a pas de problème. Et je pense que ce serait peut-être bien qu'on laisse le mot de la fin à Jen. Alors, si tu devais citer, c'est pas grave hein, si tu te trompes à une virgule près ou à un mot près, mais s'il y avait une citation de Jen ou un bon mot de Jen que tu voulais nous laisser en guise, bon, pas d'épitaphe, hein, mais Ouais, en ça c'est guise plus. d'épilogue à cette conversation. Ouais, je dirais que c'est peut-être plus la spécialité de Gwen. Oh, il y a surtout... Mais moi, enfin, il y a une phrase qu'on croisait souvent et c'était on retombait sans arrêt dessus, c'était qu'il faut pas se marier sans amour. Et je sais pas, on a gardé ça et en fait, je dirais que c'est important de faire tout ce que tu fais, tu le fais avec amour et affection et honnêteté et c'est ça qui rend vraiment heureuse, c'est le plus important. Et je crois que c'est ça qu'elle a fait aussi en écrivant ses livres, c'est qu'elle les a fait avec amour. On sent vraiment euh, dans ses écrits qu'elle aime ce qu'elle fait, qu'elle aime écrire, qu'elle aime raconter des histoires, voilà. Et alors c'est vrai, elle parlait du mariage, mais au fond tu peux l'adapter à ce que tu veux et ne faites jamais rien sans amour. Voilà. Un très beau mot de la fin, puisque ce Ouais. livre a été fait avec amour, comme on Et oui, sait le c'est dire. vrai. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup à toi, Claire. Merci aussi à Gwen qui était présente avec nous Oui, pour parler merci beaucoup à Gwen. à toute ton équipe qui est derrière ce livre et que tu as mentionné. L'équipe de Hachette Heroes que je remercie qui Petites me suit. étoiles du coup, qui se sont Ouais, alignées pour la création de ce livre. Et donc, à très bientôt sur toutes sortes de formats. Sûrement, il y aura du Jane Austen sur la chaîne à un moment ou un autre. Je vais forcément faire avec bonheur toutes les adaptations d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas on encore. ira voir tout ça avec plaisir. Ah, mais je Et t'attendrai. commenter. Ouais, et puis surtout, bah, au plaisir qu'on se revoie toutes les deux. On a eu l'occasion de se croiser à Bordeaux, mais J'espère. Ouais. voir toi dans ton rôle d'autrice. Oh là, mon Dieu, j'ai autrice, Ouais, et donc dans une librairie à côté, dans une convention, ou ça serait peut-être génial. Ouais. au fameux festival de Jen où j'ai très envie d'aller depuis que j'ai pu suivre tes aventures d'ailleurs sur Facebook quand tu postais dessus. Oui, J'ai très très envie d'aller voir ça. oui, bah, je te le souhaite parce que c'est vraiment une super expérience et c'est une occasion de s'amuser, comme on en a rarement en ce moment. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à vous et à très bientôt. Merci N'hésitez Claire. pas en commentaire, nous faire les retours sur le livre ou nous poser des questions. Et je pense que Claire, tu devras arriver Oui. à reprendre la main s'il y a des questions qui te sont posées.